Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Clément Lessort, je suis journaliste économique et surtout très très heureux de vous retrouver, de vous accueillir. De formation du pôle formation Pays de la Loire, UIMM, évidemment, implanté au cœur d'un environnement et de recherche. C'est une séquence évidemment tout à fait inédite, exceptionnelle, particulière, singulière, portée et à l'initiative de la région, l'U2P, Pays de la Loire, pour l'Union des entreprises de proximité, la CPME pour la Confédération des petites et moyennes entreprises, et enfin le MEDEF Pays de la Loire pour le mouvement des entreprises de France. À L3, évidemment, une grande partie de la diversité du monde économique de notre territoire. Vous nous suivez donc en direct, alors ici en présentiel, du public qui a la chance d'assister sur place, en respectant bien sûr les règles de distanciation édictées par le protocole sanitaire. Et puis vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre en direct sur le Facebook Live de l'U2P et les chaînes YouTube bien sûr du MEDEF et de la CPME. L'objectif de cette séquence, il est très simple, donner la parole aux 5 principaux candidats, suite bien sûr à la publication du dernier sondage, candidats bien sûr qui se présentent aux élections régionales, élections qui auront lieu, à noter bien sûr, les 20 et 27 juin prochains. Nos candidats auront l'opportunité, l'occasion, dans quelques secondes, d'exprimer leurs projets et leur position politique autour de différents sujets que nous avons retenus, que les 3 organisations évidemment de cet événement ont retenu. Attractivité et aménagement du territoire pour le premier sujet, mutation et transition environnementale, emploi, formation, développement économique et avec les entreprises et corps intermédiaires plus largement, et notamment l'U2P, la CPME et le MEDEF. Nos 5 candidats ce soir, laissez-moi vous les présenter bien sûr rapidement. À Jardin, si vous voulez, de l'autre côté, Christophe, merci d'être avec nous. Vous conduisez la liste Union de la droite et du centre, liste conduite par les Républicains et l'Union des démocrates et indépendants. François de Rugy, à vos côtés pour la région de tous les progrès, c'est la liste que vous conduisez par et pour la République en marche et le MoDem. À côté, Guillaume Garot pour le Printemps des Pays de la Loire, liste conduite par le Parti Socialiste, Parti Communiste, Parti Radical de Gauche, Place Publique, Gauche Démocratique et Sociale et enfin Cap Écologie pour être tout à fait complet. Bon, très bien. Alors on n'est pas complètement exhaustif au final. Hervé Juvin, à vos côtés, bonsoir. Vous conduisez la liste pour une région qui vous protège, portée par et conduite par le Rassemblement national. Et enfin, Mathieu Orphelin, bonsoir. Solidaire et citoyenne, liste conduite par Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. En guise d'introduction, on vous écoutera évidemment dans quelques instants. En guise d'introduction, je vais naturellement donner la parole à celles et ceux qui sont un petit peu responsables beaucoup responsables de notre présence ici ce soir. Je vais commencer par Fanny Reyre-Ménard qui va venir nous rejoindre sur cette scène avec vos applaudissements bien entendu. Fanny Reyre-Ménard qui est présidente de l'U2P pour évidemment les entreprises de proximité, l'Union des entreprises de proximité. C'est à vous la parole. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir madame, bonsoir messieurs les candidats. Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. On connaît les agendas des candidats en campagne électorale, ils sont bien chargés et votre présence montre tout l'intérêt que vous portez à nous, les acteurs du secteur économique. Cette crise que nous avons traversée et dont nous espérons tous voir la sortie a montré, s'il était encore besoin, que bien au-delà du poids économique qu'ont les entreprises, elles jouent un rôle structurant pour notre société. Cette table ronde, Madame, Messieurs, en tant que présidente de l'U2P, je suis ravie de vous y accueillir parce que ça va être l'occasion d'aborder de nombreux sujets qui concernent les citoyens, la société, les entreprises, nos entreprises. Cette table ronde, Clément Lessort l'a dit, a été organisée conjointement par nos 3 organisations patronales, le MEDEF, la CPME et l'U2P. Pourquoi ces 3 organisations? Peut-être pour réaffirmer que le monde de l'entreprise et le monde du patronat est un monde pluriel et que c'est bien cette diversité qui constitue le socle économique et social de notre région. C'est aussi 3 organisations et 3 facettes du monde des entreprises.
Évidemment, je laisserai à mes homologues le soin de présenter leurs propres entreprises, mais juste en une phrase, l'U2P, l'Union des entreprises de proximité, elle réunit les entreprises, des artisans, du commerce de proximité et des professions libérales. C'est un monde principalement constitué de très petites entreprises, les TPE. Les TPE, mais comme les petites et moyennes entreprises, les start-up comme les entreprises traditionnelles, les ETI, les grands groupes, tout cela constitue le paysage économique de notre région. Face aux immenses défis qui sont devant nous, les réponses aux attentes, que ce soit celles des citoyens, de la société, mais aussi celles de nos entreprises, doivent être adaptées à la nature et à la taille de chacune de nos entreprises. Car nous sommes les acteurs économiques sur le terrain qui sommes là chaque jour au quotidien pour répondre aux besoins des Ligériens. Merci. Merci Fanny Rerménard pour la CPME. C'est Olivier Morin avec vos applaudissements également à l'origine et à l'initiative de cette séquence. Bonsoir Olivier Morin, évidemment président de la CPME Pays de la Loire, on vous écoute. Bien, bonsoir à tous. Merci à vous, madame la candidate et messieurs les candidats, d'être parmi nous ce soir. Alors, la CPME est évidemment très contente d'organiser aux côtés de ses compères cette soirée débat. C'est pour nous très important. Alors, la région, vaste sujet. Alors, vous m'excusez, j'ai pris quelques notes parce que je ne prétends pas tout connaître de la région. Alors, pour un entrepreneur, c'est quoi une région? Ça pourrait être résumé ainsi, avec des compétences. C'est d'abord le développement économique. Je ne pourrais pas vous dire autre chose, qu'il va falloir le soutenir, notamment par une complémentarité avec les réseaux consulaires. Pour nous, ça a beaucoup de sens parce que c'est l'endroit qui est géré par des entrepreneurs, Et je sais que la région a un lien fort, normalement fort, avec ces organisations consulaires. La mobilité et plus largement l'aménagement du territoire, des éléments qui sont structurants pour nos entreprises, c'est une question d'attractivité pour nos entreprises, pour nos entrepreneurs. Et la question de l'aéroport de Nantes-Atlantique est pour nous quelque chose d'extrêmement central, puisque c'est un moyen, un outil de travail pour faire rayonner nos entreprises, notamment à l'international. Et puis, compétence également du Conseil régional, la transition énergétique. C'est un enjeu sociétal et je crois que nous sommes tous convaincus par le sujet. Cette mutation globale de notre société, elle doit être fortement accompagnée. Mais il ne faut pas oublier que nos chefs d'entreprise sont actuellement, et encore à mon avis pour quelques longs mois je pense, mis à rude épreuve par cette gestion de la crise sanitaire, par les tensions qu'il y a sur nos ressources humaines, par des difficultés de flux et d'approvisionnement des matières premières. Et je vous assure que pour un chef d'entreprise d'une PME, comme je le représente, eh bien, ça fait beaucoup au quotidien. Quand on a parlé mobilité, on parle assez naturellement de la question de la transition environnementale, même si il n'y a pas que les questions de mobilité qui ont un impact sur le sujet. Et il va falloir accompagner ces entreprises pour faire ces transitions, et pour ça, on a besoin aussi de forces vives. Et c'est une compétence, les lycées, l'emploi, la formation de la région. Et il va falloir former tous ces bras qui manquent pour nos entreprises. Et il y a un paradoxe quand même en France, c'est que nous avons beaucoup d'emplois à pourvoir et aussi un taux de chômage particulièrement élevé. Nous avons donc des questions à nous poser sur le sujet. Et je ne voudrais surtout pas oublier une des dernières compétences qui peut paraître éloignée du monde de l'entreprise, celle de la culture et du sport. Et en ces temps particulièrement difficiles, je crois que nous avons tous besoin de prendre soin de notre corps, soin de notre tête, de sortir et de se faire du bien. Merci. Merci Olivier Morin pour la CPME Pays de la Loire. À suivre, Samuel Tual, avec vos applaudissements également, s'il vous plaît, pour le MEDEF Pays de la Loire, très responsable aussi de cette belle séquence que nous vivons ensemble. Samuel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Madame la Présidente, Messieurs les candidats, merci d'avoir répondu favorablement à notre demande, à cette invitation. Je suis très heureux de vous accueillir ici dans la Fab Academy, ce beau lieu de la formation dans les Pays de la Loire, animé par l'UIMM, une branche professionnelle importante dans notre territoire qui représente bien sûr la métallurgie. Et donc, on a plein de choses à vous dire et on a surtout très envie de vous écouter sur évidemment les sujets qui nous préoccupent actuellement. Mais ce que j'avais envie de vous dire, c'est principalement que, vous le savez, les entreprises aiment leur territoire, elles aiment notre belle région.
qui, même si elle n'a pas forcément une identité forte, il est important de préserver dans son intégrité d'aujourd'hui. Et le fait qu'elle soit composée de 5 territoires complémentaires, elle est riche de la diversité de son tissu économique, de la richesse de ses entreprises. Et donc, le MEDEF Pays de la Loire a édité un document qui présente nos priorités pour la région. Ces 50 priorités se résument en 4 points principaux. Un sujet, bien sûr, autour des ressources, du capital humain. Un sujet concernant la croissance des entreprises, accompagner la croissance durable des entreprises. L'équilibre du territoire. Et bien sûr, l'enjeu des transitions qui s'annoncent à nous, qui se présentent à nous et que nous devrons assumer. S'agissant des transitions, il y a l'une d'entre elles, évidemment, qui aujourd'hui est très importante dans beaucoup de débats, qui est la transition environnementale, pour pas dire écologique. C'est un sujet, une prise de conscience que je pense collective, que nous avons aujourd'hui complètement pris en considération. Il nous paraît très important que ces questions soient menées dans des politiques qui incitent les acteurs que nous sommes à aller évidemment dans le bon chemin. Et évidemment, on dénonce par avance toute politique punitive qui pourrait nous empêcher ou nous contraindre à court terme. Donc nous avons besoin de vous entendre sur bon nombre de ces sujets. Je n'ai pas de doute que vous allez avoir le destin de l'avenir de notre région en main. Et donc, comme nous sommes acteurs et que nous voulons continuer à être acteurs responsables dans cette logique territoriale, vous pourrez compter sur nous, à vos côtés, pour vous accompagner dans les politiques à mener, à condition, bien sûr, de nous associer aux décisions que vous serez amenés à prendre. Merci à tous. Merci Samuel Tual, président MEDEF Pays de la Loire. Alors, quelques règles avant de vous donner bien sûr la parole et pour la qualité de nos échanges, pour qu'on soit bien d'accord sur le cadre et la promesse qu'on fait aussi à celles et ceux qui assistent à cette séquence, qui nous regardent depuis les players des 3 organisations, Facebook Live pour l'U2P et les comptes YouTube, player YouTube pour la CPME et le MEDEF Pays de la Loire. Il ne s'agit pas d'un débat, il n'y aura donc pas d'échange entre vous, candidats. Il n'y a pas d'échange depuis la salle aussi, on n'a pas prévu de questions ou de session de questions et d'échanges, puisque le temps nous est évidemment compté. 3 minutes 30 par thématique et par candidat. On aura un compteur qui se trouve ici sur l'écran. Merci d'avance de respecter ce format de 3 minutes 30. Nous ne sommes pas soumis aux règles du CSA, mais on compte évidemment sur ce respect pour que tout ça fonctionne. Première thématique retenue, je l'ai évoqué tout à l'heure, il s'agit de l'attractivité et de l'aménagement du territoire. Il faut savoir que pour chaque thématique, je lirai une première fois la question au candidat adressé, et puis il y aura un changement évidemment dans l'ordre pour chaque thématique. Donc, première thématique autour de l'attractivité et de l'aménagement du territoire, c'est Christelle Morancé qui va commencer. Je lis la question, elle est de toute façon écrite pour nos candidats, chacune effectivement sur les manches debout. Mobilité, transport, réduction de la fracture numérique, déploiement du très haut débit, accès à la santé, offre de services, commerce, revitalisation des centres-bourgs, tourisme, autant de sujets, on aurait pu continuer longtemps, qui concernent particulièrement notre région fragmentée aujourd'hui entre métropoles, villes moyennes, intercommunalités et communes de moins de 3000 habitants en milieu rural et parfois isolés. La question, quels seront vos sujets prioritaires parmi évidemment ceux que j'ai cités notamment et les territoires parmi ceux que j'ai cités que vous allez prioriser, privilégier. Bonjour à toutes et tous. J'aimerais tout d'abord remercier et saluer la présidente de l'U2P, le président de la CPME et le président du MEDEF pour l'organisation de cette table ronde. C'est un enjeu important parce que l'économie, nos entreprises, c'est ce qui fait l'attractivité et le développement de nos territoires. Et derrière chaque entreprise, il y a de l'emploi. Et derrière chaque emploi, c'est du pouvoir d'achat. Moi, je suis très attachée à l'équité des territoires et j'ai envie de dire un peu à l'image de cet endroit. Fab Academy qu'on a inauguré il y a quelques mois. Et quand on parle d'équité, j'ai pris l'engagement ici même
d'avoir des Fab Academy, non pas uniquement à Bougnay, chère Sandra, mais de les avoir sur chacun de nos territoires, que ce soit Angers, Le Mans, Laval ou La Roche-sur-Yon, parce que c'est derrière l'industrie de demain que nous préparons. L'équité du territoire, je le dis avec beaucoup de force. Déjà depuis quelques mois, je veux que la région des Pays de la Loire ne soit pas uniquement à Nantes. Que la région des Pays de la Loire, elle s'intéresse à tous les territoires, quels qu'ils soient, urbains, périurbains ou ruraux, chacun de nos cinq départements. Et je le dis souvent, c'est pas une institution un peu technocratique ou administrative. Non, c'est le trait d'union, c'est le partenaire qui fait accélérer, qui accompagne l'ensemble des projets. Et dans cette période particulièrement difficile que nous subissons depuis maintenant 15 mois, la réponse à cette attractivité et ce développement du territoire, c'est le collectif, comme cette crise. C'est tous ensemble. Et je veux que la région des Pays de la Loire soit un partenaire de l'État, comme nous avons pu travailler ensemble sur notamment les grands projets structurants. Je pense notamment, vous avez évoqué l'aéroport de Notre-Dame, l'aéroport Atlantique, pardon, voyez le lapsus révélateur, le franchissement de la Loire, et sans côté étiquette politique, on s'en fiche. Moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est le collectif, l'intérêt général pour nos entreprises. Quand, avec Johanna Roland, Philippe Grosvalet ou David Samzin, on est ensemble pour porter une ambition forte du grand port de Nantes-Saint-Nazaire, c'est tous ensemble. Et quand ils décident que je dois prendre la présidence de ce grand port, c'est dans l'intérêt de faire en sorte que ce soit un outil au service du monde économique. Avec l'État, toujours, même si on n'a pas la même étiquette politique, on a adopté un contrat plan État-région historique. Jamais dans la région, il y a eu un contrat plan État-région aussi conséquent. 3,4 milliards d'euros pour 2021-2027. Et enfin, bien évidemment, la relance, où on est main dans la main pour accompagner l'ensemble des entreprises. C'est également avec les départements. Là encore, quels que soient les départements, quelles que soient les étiquettes des départements, la région accompagne sur la route. 118 millions d'euros ont été investis dans les routes. C'est ce qui fait l'attractivité et le développement de nos territoires. Sur également le numérique, pour éviter les fractures numériques entre les territoires ruraux ou les territoires urbains. C'est pas uniquement réservé aux grandes villes d'avoir la fibre optique. Donc là, c'est 120 millions d'euros qui ont été mis aux côtés des départements. C'est bien évidemment le socle communal. Je pense que ça, c'est important. Le socle communal, d'être main dans la main avec eux sur les transports, sur le socle de base qu'est la région, notamment sur les TER, les lignes interurbaines, etc., mais de faire aussi de l'expérimentation sur les territoires qui correspondent aux besoins des territoires. Parce que ce qui est valable dans le nord de la Mayenne, ce qui est peut-être pas valable également dans le sud Vendée. Sur la santé, c'est pas une compétence de la région, mais on doit être aux côtés des communes pour accompagner face à la désertification médicale. Et pour terminer, la sécurité également, qui est un enjeu pour nos communes. Merci. Merci beaucoup Christelle Morancet pour ces 3 minutes 30 et ce premier thème attractivité et aménagement du territoire. La parole est à François de Rugy. 3 minutes 30, c'est parti. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais à mon tour vous remercier pour cette initiative. Alors, même si ce n'est pas un débat, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que ça permet d'éclairer le choix et vous contribuez ainsi à éclairer le choix des citoyens. On sait que les citoyens ne sont pas forcément très mobilisés par cette élection, encore plus cette année, donc c'est encore plus important de faire ce travail et je tiens à vous remercier et à le faire dans un état d'esprit de débat apaisé et respectueux. On voit ce que ça peut donner, malheureusement, les dérives du débat public, où c'est les invectives, où c'est une violence verbale qui finit, malheureusement, en violence physique. On vient encore de le voir cet après-midi. Donc moi, je suis très heureux qu'on puisse avoir, sinon ce débat, en tout cas cet échange, où chacune et chacun pourra en quelque sorte comparer ce que nous avons à proposer. Alors sur ce sujet de l'attractivité des territoires, moi je voudrais d'abord me féliciter que nous soyons dans une région attractive. Je sais d'expérience pour avoir été ministre, pour avoir beaucoup discuté avec mes collègues députés d'autres régions, que certes, ce sont des défis à relever d'être dans une région attractive. Vous avez mis dans votre document, le MEDEF, qu'il fallait se préparer à accueillir 800 000 habitants de plus d'ici 2050, comme s'il fallait construire une agglomération plus grande que celle de Nantes Métropole en 30 ans. Donc c'est un défi, mais moi je préfère ce défi-là que de devoir gérer le déclin, que de devoir gérer la décroissance démographique, la décroissance économique. Ça arrive dans d'autres territoires. Et moi qui suis un Nantais de naissance, eh bien moi quand j'étais enfant, à Nantes, dans les années 70, puis dans les années 80, Nantes était en déclin. Alors c'est vrai aujourd'hui quand on en parle,
Les gens nous regardent avec des yeux ronds. Ils disent, c'est pas possible. Nantes n'a jamais été en déclin. Ben si. C'est déjà arrivé, et Nantes avait connu d'autres phases avant de croissance. Comme quoi, rien n'est jamais acquis. Et donc, moi, je suis très attaché à ce qu'on nourrisse ce dynamique de développement et d'attractivité. Je pense que pour la nourrir, il faut donner la priorité au numérique. Moi, je veux absolument que la région soit aux côtés de l'État, qui a mis la pression sur les opérateurs de téléphonie et d'Internet pour que tout le territoire soit couvert. C'est un enjeu pour les entreprises de compétitivité. C'est un enjeu pour les habitants, bien sûr, pour la formation, pour la télémédecine, pour la santé. Donc, priorité absolue au numérique. Sur les transports et déplacements, c'est évidemment un sujet majeur. C'est une compétence régionale. Il faut inventer des solutions innovantes. Je regardais tout à l'heure si nous devions repartir d'ici à 18h, l'heure qu'il était il y a quelques instants, que nous étions en formation ici, en transport en commun, même pour rejoindre un autre quartier. Allez, le quartier des Dervalières à Nantes. Il faut plus d'une heure avec le réseau de transport en commun. Donc l'enjeu de la desserte, ça ne pourra pas être que avec les transports en commun. C'est les transports en commun à certains endroits, c'est d'autres solutions innovantes de covoiturage, de complémentarité, peut-être de voitures partagées, peut-être de transport à la demande ici, selon les besoins, en partant des besoins. Et moi, je vous propose d'ailleurs qu'on parte des besoins exprimés par les entreprises pour connaître les besoins de déplacement des salariés qui ne sont pas évidemment les mêmes partout. Attractivité aussi du territoire, c'est la connexion de notre territoire au reste de la France, au reste de l'Europe, au reste du monde. C'est donc évidemment l'enjeu de l'aéroport. Nous sommes dans une phase où le trafic aérien s'est effondré. Eh bien, il faudra évidemment préparer le redécollage parce que moi, je souhaite évidemment que l'activité reprenne. C'est aussi l'amélioration de la ligne TGV. Je finirai par là parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Merci. Rennes a eu une ligne à 2 heures, Bordeaux à 1h30, pardon, Bordeaux à 2 heures. Merci. Et nous continuons à avoir plus de 2 heures. Merci. C'est quelque chose qu'il faut améliorer. Merci beaucoup François de Rugy. Guillaume Garot, 3 minutes 30, toujours sur cette thématique de l'attractivité et l'aménagement du territoire. Merci de respecter les 3 minutes 30. On va s'y efforcer. Merci à vous, merci de votre accueil, merci aux 3 organisations, Madame la Présidente et Messieurs les Présidents, pour un moment peut-être pas d'échange, mais en tout cas de présentation de nos propositions, de nos priorités, de nos orientations pour le mandat qui vient. C'est le Mayennais qui va répondre à cette première question. Je ne suis pas seul dans la salle, Samuel. J'ai été maire de Laval. Et nous sommes, nous, à Laval et dans le Nord-Mayenne, particulièrement éloignés de Nantes. Donc, si on pense attractivité, moi, je souhaite qu'on pense attractivité de l'ensemble des territoires de la région. Alors, ça paraît simple en le disant, mais il faut voir ce qu'on fait derrière, ou plutôt ce qu'on ne fait pas. On doit, on le sait bien, agir, ça a été dit avant moi, sur le numérique, fibrer l'ensemble du territoire régional. Et le plus vite sera le mieux. On sait que, selon les départements, ce n'est pas exactement le même rythme. On doit veiller aussi à ce qu'on puisse avoir des services, pas simplement pour les entreprises, aussi, et peut-être d'abord, pour ceux qui y habitent. Parce que si vous avez un territoire qui perd ses médecins, ben, il est évident que ce ne sera pas un territoire attractif. Mais je voudrais surtout insister sur un volet, parce qu'on est au cœur des compétences de la région. C'est la question des transports. C'est la question des déplacements. Et moi, je veux donner la priorité au train. Je l'assume. La priorité au train. Pourquoi ? Parce que on est un département où il y a un maillage, une région où il y a un maillage qui reste encore fin. Mais on doit veiller à ce que ce soit le plus fluide possible. Qu'on ait des trains, et pas simplement des grandes liaisons. Qu'on ait aussi des TER, les transports du quotidien, le train du quotidien, qui permettent à chacun de pouvoir aller travailler facilement. Et je le dis avec d'autant plus de conviction que si nous voulons avoir vraiment une politique d'aménagement du territoire, il faut éviter les concentrations. Tout ne peut pas être fait à Nantes ou depuis Nantes. Bien sûr, la métropole, c'est une locomotive pour l'ensemble de la région et sur l'ensemble du secteur économique. Ça va de soi. Mais on a besoin, si on veut une irrigation de tout notre territoire régional, et y compris une irrigation économique dans le développement des entreprises, qu'on puisse avoir des modes de transport qui permettent aux habitants et donc aux salariés de vivre tout près de là où ils peuvent travailler.
C'est essentiel d'avoir ça en tête parce que les concentrations de population amènent d'autres difficultés qu'on doit pouvoir traiter. Pour autant, moi je suis un adepte de ce que j'appelle l'écologie populaire. Donc, c'est pas parce qu'il faut donner la priorité au transport en commun et au train en particulier qu'il faut oublier la voiture. Vous savez, moi je suis d'un département rural, je vous le disais, et on a besoin de la voiture au quotidien, mais il va falloir accompagner les habitants, les salariés dans des modes de transport automobile qui soient de moins polluants. Ça veut dire aussi le covoiturage. On y arrivera. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que je crois vraiment en l'attractivité de notre région. Ça a été dit et bien dit, je le dis. Veiller à ce que cet aménagement, cette attractivité soit la mieux répartie possible sur l'ensemble du territoire régional. Merci Guillaume Garot pour cette première intervention autour de la thématique attractivité et aménagement du territoire. On poursuit avec vous, Hervé Juvin. À vous la parole, 3 minutes 30. Merci. Merci beaucoup de cette invitation. Je dois vous dire, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, qu'elle évoque chez moi beaucoup de souvenirs parce qu'il y a quelques années, expert de l'association Progrès pour le Management, APM, j'ai participé à de nombreuses réunions dans cette région et notamment un congrès annuel à Nantes. Donc je retrouve avec plaisir l'UMM et les organisations que vous représentez ici. Le sujet que vous nous avez imparti pour commencer cette interrogation sur l'avenir de notre région m'inspire d'abord de la modestie. La modestie parce que le constat, c'est que notre région est attractive. Notre région est attractive à cause de la bienveillance de la terre, du climat, du relief, de la mer. Notre région est attractive à cause des familles, des générations qui se sont succédées en travaillant à améliorer le territoire qui était leur. Je pense aussi à ces générations d'entrepreneurs que j'ai pu connaître, à ces entreprises patrimoniales qui ont su investir dans la durée, quelquefois sans prendre de dividendes, quelquefois même sans se payer. J'avais l'exemple d'une société vendéenne et qui ont réussi à créer par dizaines, par centaines, quelquefois par milliers les emplois qui font vivre notre région. Ça me rend modeste parce que, bien sûr, transport, bien sûr, numérique, mais je crois que l'infrastructure la plus profonde qui fait notre région attractive, elle tient d'abord à la qualité des hommes et des femmes, elle tient d'abord à l'infrastructure invisible qu'est le politique. C'est pourquoi ma première réflexion ne sera pas d'ordre technique. Je crois qu'il est important de rendre aux hommes et aux femmes de cette région le pouvoir de décider de ce qui les concerne. Chacun dans son village, dans son quartier, dans sa ville, sur son territoire, est le mieux habilité à décider de ce qui le concerne immédiatement. Cela va des transports aux implantations d'éoliennes, ça va de choix d'infrastructures structurantes à etc., etc. C'est pourquoi la première proposition sur laquelle j'insisterai, c'est que la région contribue à l'organisation, à la demande d'au moins 10% des inscrits, à des référendums d'initiative locale. Je suis localiste, il faut rendre le pouvoir aux gens où ils habitent. Ma seconde préoccupation sera de même nature. Les uns et les autres entrepreneurs, vous le savez bien, vous ne prospérez que parce que vous prospérez dans une communauté qui partage au moins en partie votre projet et qui s'y associe. C'est pourquoi mon projet et mon ambition, si je devais être conduit à assumer la destinée de cette région dans les 6 prochaines années, c'est qu'un habitant sur 2 des Pays de la Loire soit directement actionnaire ou sociétaire d'une entreprise des Pays de la Loire. Je crois que nous devons renouer avec le lien direct entre le citoyen et l'entreprise. Ma dernière intention, celle-ci est un peu pour faire plaisir à l'enfant qui, entre Saint-Brévin et Saint-Nazaire, a passé de merveilleuses vacances, c'est que je suis député européen, je constate l'intérêt que l'Union européenne porte à la création d'un grand centre européen de la mer. Il est de première importance pour la France, qui détient, comme vous le savez tous, le second domaine maritime au monde et le premier domaine sous-marin. C'est pourquoi je souhaiterais que Nantes-Saint-Nazaire accueille le Centre européen de la mer, de l'innovation de la mer et de toutes les industries de la mer qui vont du nautisme à la construction navale. Merci beaucoup. Merci Hervé Juvin. Dernière intervention sur cette thématique attractivité et aménagement du territoire par Mathieu Orphelin. 3 minutes 30. Merci Madame la Présidente, Messieurs les Présidents de cette invitation. Petit clin d'œil à Olivier Morin. Oui, toutes et tous au sport et à la culture. C'est pour ça qu'on a la mesure licence sportive à 10 € pour tous les jeunes de la région pour la saison prochaine. Heureux de vous retrouver.
Ça fait des mois qu'on prépare le programme économique pour un rebond et une sécurité économique avec des centaines d'entrepreneurs, de représentants d'entreprises, des fédérations dont certaines sont là aujourd'hui. Et je crois que c'est ce travail en commun. Des fois, au début, on nous dit « oui, on veut bien vous voir, mais quand même, on veut pas trop que ça se sache quand même, travailler avec des écologistes. » Et puis finalement, les rendez-vous, à chaque fois, se finissent pareil en disant « ah, mais en fait, vous êtes sérieux, vous avez un projet économique. » Ce projet, on l'a fait avec les acteurs du territoire, 50 mesures qui sont sur la table depuis avril dernier et qui vous présentent la globalité de ce plan qu'il faudra co-construire ensemble. Moi, je tiens beaucoup à ce que ce lien entre les acteurs de territoire, qui ont la connaissance, et les politiques soit le plus fort possible. Le grand enjeu des Pays de la Loire, c'est l'égalité des territoires, c'est comment chacun peut vivre sur les différents territoires qui composent notre belle région. C'est l'offre de services publics, c'est l'offre des services, et je vais les balayer rapidement, sur les mobilités. On ne peut pas en rester là. On est la région la plus dépendante de la voiture. Il faut un vrai Big Bang de l'offre dans le ferroviaire, dans les bus et les cars à liaison rapide, sur les vélos. Il faut plus de lignes, plus de fréquences, plus d'amplitude, plus d'investissement. Des voitures plus propres. On a un prêt garanti par le conseil régional pour changer de véhicule. Le soutien aux petits commerçants. Le modèle de ceux qui pensent que le commerce sans les commerçants, c'est la solution, je ne le partage pas. Nous aiderons plus les commerçants à se réinstaller dans les centres-bourgs. On aura un prêt à taux négatif pour les petits commerces qui se réinstallent dans les bourgs et dans nos villages. La fracture numérique. Moi, je veux bien qu'on me parle toute la journée de 5G, mais quand je sors d'Angers, dans le Haut-Anjou, où évidemment on n'a ni la 5G, ni la 4G, ni la 3G, on n'a souvent pas de réseau, et où on n'a même pas le téléphone filaire, ce qui m'a valu un petit bras de fer, le téléphone par ligne. Des gens qui pendant des mois, personnes âgées, n'ont pas de ligne téléphonique, c'est ça qu'il faut réduire. Fracture numérique, fracture sur l'accès à la santé. Quand en Mayenne ou en Sarthe, 20% des gens n'ont pas accès à un généraliste dans des conditions satisfaisantes, ça aussi, c'est des points sur lesquels le conseil régional doit faire beaucoup plus. Le tourisme, vous l'avez mis dans votre... Là aussi, sur ce tourisme, slow tourisme, local, on a tellement de belles choses à faire partager ici. Et puis moi, je voudrais que ça change sur la coopération entre les territoires. C'est pas possible. Toute cette campagne, j'ai entendu dans les territoires ruraux, qu'est-ce qu'on est loin de Nantes. Qu'est-ce qu'on est loin de Nantes ici. Ça doit changer. On doit faire travailler les territoires ensemble. J'étais ce matin aux mines. Et j'ai vu ce travail, par exemple, entre Nantes et le Pays de Ré sur cette question de l'approvisionnement alimentaire, de la résilience. Ça, c'est des thèmes formidables. Faisons travailler les territoires de notre région ensemble. La région ne peut pas rester avec cette fracture entre les métropoles et les territoires ruraux. Merci Mathieu Orphelin. Merci pour cette dernière intervention concernant la thématique de l'attractivité et de l'aménagement du territoire. À suivre, sujet hautement impérieux, bien entendu, celui des mutations et transitions environnementales retenues par les trois organisations, évidemment, à l'initiative de cette séquence U2P, MEDEF et CPME pour les Pays de la Loire. Je la lis une première fois, vous avez compris le principe. On va commencer cette fois-ci avec François de Rugy. Dans un contexte de réchauffement climatique et d'enjeux de transition environnementale impérieux, ça concerne les énergies bien sûr, la construction, la mobilité, la biodiversité, la croissance verte, la promotion de l'économie circulaire, on aurait pu encore en citer également de nombreux ces sujets. Quelles seront les grandes orientations, peut-être d'ailleurs deux premières propositions très concrètes, très pragmatiques, et les traductions justement associées pour accompagner les acteurs économiques de notre territoire dans ces mutations. François de Rugy, 3 minutes 30. Oui, sur l'écologie, d'abord, je voudrais dire quelle est ma vision, quelle est ma conception de l'écologie, puisque ça a été dit dès l'introduction. Il y a plusieurs visions, et je pense que vous avez devant vous, d'ailleurs, différentes visions de l'écologie. Moi, la mienne, elle est fondée, sur la science. On analyse scientifiquement les problèmes écologiques. On se fonde sur les analyses scientifiques. On fait de la recherche scientifique. Et donc, on soutient, en tant que région, la recherche scientifique pour trouver des solutions aux problèmes écologiques. On mise sur le développement de l'innovation technologique,
qui sort de nos laboratoires de recherche, et nous avons dans notre région une grande vitalité en la matière, il faut la soutenir, et ça débouche sur du développement économique. Voilà. Moi, c'est ça le cercle vertueux, écologie, économie, écologie, économie, qu'il faut faire vivre à travers cette vision de l'écologie. Des mesures concrètes, moi je propose que dès après l'élection, si je suis élu, je demanderai à un groupe d'experts de faire l'analyse des effets prévisibles du réchauffement climatique sur notre territoire, sur tous les territoires, sur tous les secteurs d'activité et notamment tous les secteurs d'activité économique. Nous savons aujourd'hui que bien sûr il faut agir sur les causes du réchauffement climatique, mais la région ne peut pas, elle, à elle toute seule, faire baisser l'effet de serre déjà en France, mais alors évidemment à l'échelle de l'Europe et du monde. Elle peut y prendre sa part, et il faudra évidemment le faire avec les transports, etc. Mais en revanche, elle peut agir sur la façon de prévoir, d'anticiper, de préparer l'adaptation au réchauffement climatique dont on peut déjà toucher du doigt les effets. Et c'est évidemment particulièrement vrai dans le secteur de l'agriculture, par exemple, où il faut absolument anticiper, par exemple, la question de l'eau, la question, bien sûr, de la ressource en eau, de sa préservation, du stockage de l'eau, de l'irrigation, parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de culture. Mais c'est valable dans plein d'autres domaines. Le tourisme est directement impacté. Toutes les entreprises qui travaillent sur le tourisme, indirectement, peuvent être touchées par les effets du réchauffement climatique. Il y a peut-être même des domaines où ce sera une opportunité, d'ailleurs. Il faut tout identifier et ça, nous pouvons le programmer à l'échelle de notre région, prendre nos affaires en main. Bien sûr, ensuite, la réalisation, nous ne la ferons pas toute seule. Moi, je prône une région partenaire, partenaire de l'État, partenaire des entreprises et on fournira en quelque sorte cette expertise aux entreprises pour ensuite les accompagner dans les transformations qu'il y a à conduire. Et je propose un autre sujet, c'est de s'engager résolument dans le développement des énergies renouvelables, où là, nous avons bien ce mariage entre écologie et économie, le développement des activités qui vont avec, là aussi de l'attractivité de notre territoire, des ressources que l'on ne valorise pas assez de notre territoire. Et enfin, je propose que la région supervise le déploiement des bornes de recharge électrique pour les véhicules. Parce que si on continue comme ça, eh bien, évidemment, même si les gens sont prêts aujourd'hui à acheter des voitures électriques, s'ils en ont les moyens, et il y a des aides de l'État qui ont fait décoller, grâce à la politique que nous avons menée au niveau national, l'achat des véhicules électriques, mais regardez autour de nous, des territoires entiers ne sont pas dotés de bornes. Et alors là, s'il y a un territoire qui est en retard, c'est bien celui de Nantes, de l'agglomération nantaise. Pourquoi ? Parce que des élus ne veulent pas développer la voiture électrique parce que ça reste une voiture. Eh bien, moi, je propose que là où ça ne se fait pas, la région prendra le relais avec, bien sûr, les opérateurs qui savent faire cela. Merci François de Rugy. Alors, toujours sur ce sujet, cette thématique, mutation et transition environnementale, on écoute Guillaume Garot, à vous la parole. 3 minutes 30 ans. Merci. Alors, l'enjeu, dans le moment où on est, c'est quoi ? D'abord, c'est de réussir la sortie de crise. Et je le dis en particulier en direction des entreprises qui sont saines économiquement, mais qui aujourd'hui sont fragiles financièrement. Et il faudra indispensablement être à leur côté. C'est le sens d'une proposition que je fais, mais qui dépasse la transition écologique, qui est celle d'un fonds anti-faillite, pour aider en matière de trésorerie, de fonds propres ou de quasi-fonds propres, des entreprises pour qui c'est très compliqué en ce moment et pour qui ça risque de l'être quelque temps encore. Donc, être à leur côté, et c'est un fonds de 200 millions d'euros que je veux pouvoir rassembler. Deuxième chose, il faut réussir la sortie de crise, mais il faut surtout se projeter dans l'avenir et donc réussir cette transition écologique de l'économie. Alors, vous me demandez des propositions. La première proposition que je fais, c'est celle de plans stratégiques de filière. Et pourquoi c'est important ? Parce que si on veut réussir cette transition écologique, il ne faut pas réfléchir chacun tout seul dans son coin. Il ne faut pas que le chef d'entreprise, que l'encadrement soit sans réponse. Il ne faut pas qu'on soit dans une absence de solidarité entre les différents éléments de cette filière, entre les donneurs d'ordre, lorsqu'on est dans l'automobile, et les sous-traitants de rang 1, 2 ou 3. Quand j'étais maire de Laval, qu'est-ce que j'ai fait ? C'était en 2009. Nous étions déjà sur la question automobile. On est une région, nous, de
département de sous-traitance automobile. On avait, et certains s'en souviennent bien, organisé les rencontres Laval Automobile pour réfléchir aux nouveaux usages, pour voir comment on peut adapter les process, pour voir comment on doit adapter aussi les formations des salariés. Ce que j'ai fait en 2009 pour l'automobile à l'échelle d'un territoire comme l'agglomération de Laval, moi je veux le faire à l'échelle de notre région. Et pas simplement pour l'automobile. Il faut le faire aussi sur l'aéronautique. Et ce que je regrette, je le dis à Madame la Présidente de région, c'est qu'on a pris beaucoup de retard sur l'aéronautique. Pensez que la région Occitanie en est à la 3e actualisation de son plan stratégique pour l'aéronautique. Et nous commençons à peine. Donc, il va falloir se mobiliser toutes et tous pour tirer dans le même sens et prendre des décisions en matière de politique publique régionale, soit sur la formation, sur l'investissement et, deuxième proposition, sur la recherche et l'innovation, où on soit extrêmement volontariste. Et ma deuxième proposition, c'est de doubler l'effort budgétaire régional en matière d'innovation et de recherche. C'est une clé pour l'avenir. Alors, ça vaut pour les filières dont je viens de parler, bien sûr, mais c'est beaucoup plus large. Ça vaut aussi pour l'alimentation, ça vaut aussi pour la santé. Donc, il faut investir encore. Et le rôle de la région, c'est d'être à vos côtés et de construire ensemble ces stratégies partagées, j'insiste sur le mot, pour que demain, on réussisse tous ensemble cette transition écologique de notre économie. Merci Guillaume Garot. On poursuit toujours sur les mutations et transitions environnementales avec vous, Hervé Juvin, 3 minutes 30. Merci. Le sujet de la transition écologique s'inscrit naturellement au fronton de toutes les réflexions collectives. Je pense pour ma part qu'il doit acquérir la primauté sur maintes réflexions de nature économique ou politique. Simplement, la question de la transition écologique n'est pas d'abord et seulement une question énergétique. Le problème, ce n'est pas la planète. Elle a plus d'1 milliard d'années, elle nous survivra très bien. Le problème, c'est l'homme. Et le problème, c'est particulièrement la santé humaine, c'est particulièrement les effets que la malbouffe, que l'hyperindustrialisation, que les circuits démesurément allongés de la globalisation font subir à ce qu'il y a tous les jours dans nos assiettes. Je vous citerai simplement ce chiffre. Il vient d'un professeur de l'Université de Londres de santé. La moitié du déficit du système national de santé publique en Grande-Bretagne est attribuable à la malbouffe. C'est pourquoi la première action que je souhaiterais conduire serait en faveur d'une école du goût et de la santé. Je crois qu'il est important que dès l'enfance, plus tard à l'adolescence et ensuite tout au long de leur vie, nos concitoyens soient davantage informés sur les bénéfices des circuits courts, sur le meilleur produit qui est le légume ou le fruit de saison ramassé près de chez soi, sur la qualité exceptionnelle des produits de nos terroirs et sur le fait qu'ils sont bons au goût et qu'ils sont bons pour le corps. Je crois que cette école du goût et de la santé représenterait une initiative importante parce que le sujet de santé publique lié à la dégradation de la qualité de l'eau, de l'air et des sols est un problème qui peut prendre des proportions dramatiques dans les prochaines années. Le second sujet que je souhaiterais aborder, et je vais enfreindre la règle puisque j'en aurai 3, le second sujet que j'aimerais aborder, c'est celui de la réconciliation des grands indicateurs, des bilans, des ROE, etc., sur lesquels on apprécie l'entreprise avec leur empreinte territoriale. Je constate aujourd'hui, pour avoir un peu fini ma vie professionnelle dans la région de la Mayenne, je constate à quel point des systèmes coopératifs forts, je constate à quel point une grande association des chefs d'entreprise entre eux sur leur territoire, une grande association entre les élus, les citoyens, les chefs d'entreprise, les patrons des coopératives et des mutuelles, les associations, ça peut provoquer ce que certains appellent le miracle mayennais, ce que d'autres appellent aussi le miracle vendéen. Et ça se traduit par ce constat très simple, il y a des entreprises qui se conduisent bien avec leur territoire et il y a des entreprises qui pillent leur territoire sans rien lui rendre. Je souhaiterais donc que nous calculions à la région, nous calculions un indicateur de la responsabilité locale et territoriale des entreprises et que toutes les aides et que toutes les relations de la région avec les entreprises obéissent à cet indicateur. Et puis, dernier point, vous avez évoqué les uns et les autres la question des systèmes rechargeables électriques.
Je suis très intéressé par le concept de stade intelligent. Les stades, c'est une emprise foncière importante. En sous-sol, il est possible d'installer, sans que ce soit un centre de coût pour les mairies, au contraire en faisant un centre de profit, des centres de recharge, des moyens de livraison par drone. Je pense que nous avons aussi à innover dans ce domaine. Merci Hervé Juvin. Pour continuer toujours mutation et transition environnementale, la parole est à vous, Mathieu Orphelin. 3 minutes 30. C'est génial d'avoir aujourd'hui ce débat. On n'aurait pas pu l'avoir il y a 10 ans. Et je crois que ça montre vraiment qu'on veut tous aller dans cette direction de la transition écologique. Responsables politiques, entrepreneurs, citoyens et citoyennes. Et c'est très bien comme ça. Je suis ingénieur, docteur en énergétique. J'étais chef du service économie de l'ADEME. J'ai beaucoup travaillé sur les apports économiques de la transition écologique. J'ai été directeur de la stratégie et de la recherche de l'ADEME. Depuis 25 ans que je travaille sur ces sujets, la conviction se renforce. L'écologie, c'est l'emploi. C'est l'emploi pour nos territoires. Et donc, il ne faut pas que les Pays de la Loire restent à la traîne, comme aujourd'hui sur ces questions-là. 2 mesures fortes. La première, nous allons investir 1 milliard d'euros en plus sur les 5 premières années du mandat pour accompagner les projets portés par les collectivités, notamment les petites communes, et par le monde économique, les industriels. On a des très beaux projets, 1 milliard d'euros en plus sur 5 ans, dont 200 millions financés en particulier par l'épargne des citoyens et des citoyennes pour accompagner les entreprises dans ces beaux projets de transformation. Il y en a sur tous les territoires, on a cette ressource-là. Donc, un investissement majeur, on l'assume, c'est un choix politique, c'est 3 fois plus qu'au cours des 3 dernières années. Deuxième point, c'est dans les propositions du MEDEF. Oui, je suis d'accord avec le MEDEF, il faut une nouvelle stratégie régionale industrielle. Et nous la ferons ensemble, nous l'élaborerons ensemble. Je mets sur la table, j'aimerais qu'on puisse inaugurer d'ici à la fin du mandat 5 nouvelles belles usines dans notre région. Une usine de recyclage des batteries électriques. Il n'y a pas de raison que ça parte à l'autre bout de l'Europe ou du monde. Une usine de semi-conducteurs. C'est affolant de se dire que l'usine Renault, aujourd'hui au Mans, est à 21% de sa capacité parce qu'on ne sait plus s'approvisionner en semi-conducteurs. Une usine, qu'on le fasse à quelques centaines de mètres d'ici, à Airbus ici ou à Airbus Saint-Nazaire, une usine de recyclage des avions en fin de vie. Là aussi, il n'y a pas de raison que les Pays de la Loire soient à la traîne. Un pôle sur les énergies renouvelables dans l'ancienne usine Michelin et aussi une usine de production 100% made in Pays de la Loire de vélos, y compris le cadre en alu. Là aussi, un marché qui est en forte croissance, qui va continuer à croître. On peut produire tout ça chez nous. Dernier point, parce que vous l'avez compris, on aura un soutien majeur aux entreprises. Ce soutien, il sera conditionné. Conditionné à des engagements des entreprises très simples, hein, ce n'est pas la paperasse. C'est l'égalité femmes-hommes, c'est le maintien des emplois sur le territoire et un bon dialogue social, et c'est évidemment la transition écologique. Parce que la réalité, c'est qu'à force de rien vouloir conditionner, aussi bien au niveau régional ou au niveau national, je me suis beaucoup battu là-dessus à l'Assemblée nationale, c'est que plus il y a d'argent public mis, plus il y a de délocalisation. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de secteurs dans notre région et en particulier dans le secteur automobile. Donc nous, oui, un soutien renforcé aux entreprises, mais avec de la condition sur des thèmes qui sont importants, sur l'égalité femmes-hommes, sur le maintien des emplois locaux et sur la transition écologique. L'écologie, c'est l'emploi. Merci beaucoup Mathieu Orphelin. Pour terminer sur ce sujet, toujours de mutation et transition environnementale, la parole est à Christelle Morancet. 3 minutes 30. Peut-être de commencer par vous dire quelle est ma vision, moi, sur la transition écologique. Je pense que c'est important. Et de parler d'écologie, c'est pas uniquement pendant les campagnes électorales avec des paroles, il faut aussi des actes. L'écologie que je porte, c'est pas celle qui oppose les territoires. L'écologie que je porte, c'est pas celle qui oppose les hommes et les femmes. L'écologie que je porte, c'est celle de la croissance. Et c'est surtout du faire ensemble, parce que c'est notre responsabilité collective, tous ensemble. L'ensemble des collectivités, États, régions, départements, blocs communaux, les entreprises, et vous y prenez votre part au quotidien. Nos agriculteurs, et je tiens à dire quand même qu'on a l'agriculture la plus durable du monde, il faut savoir le répéter aussi quelquefois. Et puis nos concitoyens, ils ont aussi leur part à prendre. Et en matière d'écologie, moi j'ai pas à rougir. Je tiens à le dire, j'ai pas à rougir de ce que la majorité régionale a fait
C'était notamment une de mes priorités quand j'ai été élue présidente du Conseil régional en octobre 2017. Jamais un conseil régional n'a mis autant d'argent sur la transition écologique, 350 millions d'euros. Jamais un conseil régional ne s'est occupé de la qualité d'eau, 11% de bonne qualité d'eau. On a mis en place la conférence ligérienne de l'eau, 2 millions de plantations d'arbres. J'arrête là parce que le temps nous est compté. Mais l'objectif, c'est vraiment le collectif, de faire tous ensemble. L'enjeu, pour moi, c'est très clair, c'est d'embarquer les entreprises et faire en sorte que la région des Pays de la Loire soit pionnière dans des domaines tels que l'avion vert. On a déjà des discussions avec Airbus. C'est également le cargo à voile. Vous savez, il y a eu un article ce matin, notamment Neoline avec Michelin. La région met 1,8 million d'euros. C'est innovant, totalement innovant. C'est un projet qui est porté par des entrepreneurs ligériens que j'ai rencontrés ce matin, notamment sur l'économie circulaire et le recyclage de textiles, un projet unique au monde. Voilà, c'est ça, ce sont nos chefs d'entreprise qui les portent et que la région doit bien évidemment accompagner. C'est l'hydrogène. Vous le savez, j'ai envie d'être la première région hydrogène. Déjà aujourd'hui, il y a 7 pôles qui sont identifiés par l'ADEME. Il y en a 2 qui sont ici, issus de la région des Pays de la Loire. Life et H de Loire-Vallée. C'est une vraie fierté. L'hydrogène, c'est quoi? C'est de la production d'hydrogène vert dans notre région. Et puis bien évidemment de la distribution. C'est sur l'ensemble de nos transports, avec des TER hydrogène sur la ligne Caen, Alençon-Le-Mans-Tours, sur l'ensemble de nos lignes, de la mixité énergétique, notamment sur nos lignes interurbaines. C'est la liaison entre l'Île-Dieu et Fromentine, de mettre un catamaran hydrogène. Mais ça, c'est l'objectif, c'est quoi? C'est que nos entreprises se saisissent de l'hydrogène. Moi, quand j'inaugure la station hydrogène sur Le Mans, et que je vois un embout d'usinage et c'est marqué Made in Germany, moi je veux que ça soit Made in Pays de la Loire. Je veux qu'on soit la première région et d'embarquer notamment dans la diversification de nos entreprises sur le volet hydrogène. Et puis c'est enfin bien évidemment la recherche, l'innovation, le développement, faire en sorte que la région des Pays de la Loire soit un pôle d'excellence, un pôle également d'excellence en termes de formation, et on doit embarquer tout le monde. L'enjeu il est très fort, mais encore une fois, c'est le collectif qui permettra de porter des projets. Il y a des projets qui sortent de la région des Pays de la Loire, qu'on accompagne, mais on doit aller encore plus loin, d'embarquer l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. Parce que l'enjeu de la transition écologique, c'est pas uniquement réservé aux grands groupes comme Airbus avec l'avion vert. C'est l'ensemble de nos entreprises, quelle que soit leur taille, que ce soit chez les commerçants, les artisans, nos TPE, PME, grands groupes. Merci beaucoup Christelle Morancé. Pour ce deuxième sujet, donc mutation et transition environnementale. Troisième sujet qui a retenu évidemment notre attention et celle des organisations à l'initiative de cette séquence et de cet événement, c'est bien sûr la question de l'emploi, de la formation et plus largement des compétences. Vous avez compris le principe, on décale d'un candidat à chaque fois. C'est à vous de commencer, Guillaume Garot. Je lis la question: jeunes déscolarisés, stagiaires en mal d'entreprise, demandeurs d'emploi longue durée, enjeux bien sûr autour de la formation continue et de l'alternance, préparation à la création ou à la reprise d'entreprise. Quelles réponses vous envisagez pour faciliter l'orientation et l'accès à l'emploi et enfin garantir bien sûr la bonne adéquation entre les compétences, qualifications et les attentes, besoins de nos entreprises? Précisez quand même la difficulté de recrutement avec des filières qui sont en forte tension et bien sûr, ce qui est propre aussi à notre territoire régional, la diversité entre les zones d'emploi de notre région. Guillaume Garot, 3 minutes 30. Oui, un enjeu majeur, à l'évidence, et une compétence centrale de la région. Moi, l'objectif que je nous fixe collectivement, c'est de pouvoir créer 100 000 emplois nouveaux d'ici la fin du mandat. Et dans les filières que j'énonçais tout à l'heure, que je considère comme stratégiques pour l'avenir, l'attractivité de notre région. D'abord, il nous faut, et il nous faudra, mieux définir nos besoins par un dialogue que moi je souhaite continu entre l'institution régionale et les entreprises et leurs organisations dans leur diversité. Première chose, c'est indispensable qu'on ait ce dialogue constructif. 2, il faut qu'on puisse en effet accompagner les jeunes. Et c'était votre première interpellation. Il faut qu'on soit au plus près des jeunes qui sont en train de basculer, qui sont en train de décrocher. Et qu'on ait une politique, là aussi, extrêmement forte pour aller les chercher
et pour faire en sorte qu'on les remette sur le chemin de l'emploi et de la formation. Et d'abord de la formation vers l'emploi, ça va de soi. Troisième chose, et je veux passer un petit peu de temps, c'est pour ça que je m'invite sur les 2 premières orientations, mais ce qui me paraît indispensable, c'est qu'on accompagne mieux les projets de reconversion professionnelle des Ligériens. Parce que le constat qu'on fait tous, c'est que, notamment à la faveur de cette année qu'on vient de vivre, il y a plein de gens qui se disent « mais moi j'aurais envie de faire autre chose. Je veux donner du sens à ma vie. J'ai plus envie d'habiter dans une grande ville. J'ai envie d'habiter dans un territoire plus clément. » Voilà ce qu'on entend. Il y a la question donc des reconversions professionnelles. Il y a celles qui sont choisies, celles que je viens d'évoquer, puis il y a celles qui sont subies, parce qu'on sera dans des secteurs dont l'activité petit à petit va s'éteindre. Alors comment on répond à ce besoin-là, à cette nécessité sur le plan économique? Moi, je propose la signature de 50 000 contrats nouveaux métiers, nouvel emploi. Alors, il y a déjà des dispositifs qui existent, qui sont ceux de l'État. Il peut y en avoir quelques-uns de la région, mais on s'aperçoit qu'il y a souvent des trous dans la raquette. Et si on veut être efficace là-dessus, il faut un dispositif qui soit agile et qui permette d'accompagner chacun dans son projet de formation. Dans son projet de formation, il faut donc à la fois qu'on puisse bien repérer les besoins et ce que sera le parcours de formation, mais il faut aussi qu'on soit aux côtés de ces personnes dans les déplacements, dans l'hébergement, quand on est dans un projet de formation. C'est du concret, c'est de l'humain. Mais si on arrive à faire ça, alors on sera une région où on va lever des freins lorsqu'il y a des projets de formation et que les hommes, les femmes qui les abordent se sentent parfois empêchés de le faire. Donc il faut libérer ces énergies pour la formation et le dispositif que je propose, Nouveaux métiers, Nouvel emploi, y contribuera puissamment. Merci. Guillaume Garot, on poursuit avec vous, Hervé Juvin, sur ce sujet, cette thématique emploi, formation et compétences. C'est parti pour 3 minutes 30. Merci. Un premier enjeu très clairement qui est un enjeu d'anticipation. L'anticipation ne peut pas être réalisée simplement par les systèmes scolaires, universitaires et d'enseignement. L'anticipation demande un resserrement des liens entre l'entreprise, l'école, le lycée, le collège et l'université. J'ai entendu d'ailleurs qu'une organisation proche de vous, celle du Centre des jeunes dirigeants, a pris un certain nombre d'initiatives dans ce domaine pour rapprocher l'entreprise du cours d'enseignement. Je pense que dans le domaine de l'anticipation des besoins, des filières, des métiers d'avenir, comme évidemment ceux de la transition écologique, tous ceux du recyclage, de la réparation, des circuits courts, de la valorisation des déchets, un dialogue étroit, permanent, entre le Conseil régional, les organismes consulaires, les chambres de commerce et les organisations patronales, les chambres de métiers, est absolument nécessaire. Je crois que c'est à travers ce dialogue que l'on pourra anticiper les nouveaux métiers, ceux qui ont des chances d'attirer les jeunes. Je crois qu'un second dispositif pourrait être mis à l'étude. Je constate le fossé qui existe entre des jeunes qui disent ne pas trouver d'emploi et nombre de chefs d'entreprise. Je pense en particulier à des artisans, je pense en particulier à des indépendants, à des chefs de toutes petites entreprises qui disent que le seul frein à leur développement et quelquefois à la satisfaction de leur clientèle, c'est de ne pas parvenir à recruter. À cet égard, les institutions européennes ont déjà développé dans certains domaines une initiative qui me paraît importante et intéressante, motivante en particulier, celle d'un Erasmus de l'apprentissage. Un Erasmus de l'apprentissage, ça existe notamment dans le domaine de la boulangerie. Un boulanger allemand jeune peut venir apprendre en France comment faire une baguette et un jeune boulanger-pâtissier français peut apprendre en Allemagne comment faire les pains aux fruits, etc., que savent si bien multiplier nos amis allemands. Je pense qu'un Erasmus de l'apprentissage serait à la fois incitatif, motivant et permettrait aussi d'améliorer au contact des autres les gestes et les pratiques des métiers. Mais enfin, l'essentiel est de donner envie d'entreprendre aux jeunes. Et l'essentiel est non pas de les enfermer dans l'assistance, mais de leur faciliter le premier pas vers la création d'entreprises. C'est pourquoi je proposerai,
et ceci serait au cœur du dispositif que la région pourrait consacrer à l'intégration à l'entreprise des jeunes, je proposerais que la région apporte des fonds propres, par exemple 20 000 euros, à toute entreprise créée par un ou un groupe de jeunes. 20 000 euros, j'ai regardé, c'est ce qui leur permet par exemple d'équiper un studio d'enregistrement et de créer leur label de musique, c'est ce qui leur permet d'acheter des tablettes graphiques de très haute définition, de créer leurs jeux vidéo ou leur plateforme numérique, etc., etc. 20 000 euros, c'est aussi ce que la région pourrait consacrer d'ailleurs à une entreprise qui embauche pour au moins un an un jeune au-delà de son apprentissage. Bref, renouer les liens entre les jeunes et l'entreprise dès l'école, leur faciliter le passage à l'acte, le passage à la création d'entreprise. Oui, il y aura des échecs, mais on apprend de ces échecs et je ne doute pas que beaucoup des jeunes qui goûtaient à la liberté et au goût d'entreprendre deviennent ensuite des entrepreneurs à part entière. Merci Hervé Juvin. Toujours sur cette thématique emploi, formation et compétences. La parole est à vous, Mathieu Orphelin, pour 3 minutes 30 également. Sur les difficultés de recrutement, il y a 2 sujets qui reviennent régulièrement quand on discute avec les chefs d'entreprise. Le premier, c'est la mobilité, j'en ai parlé tout à l'heure. Le second, c'est le logement. Et ça, dans les zones tendues dans la région, beaucoup de chefs d'entreprise me disent on a des difficultés parce que les gens qu'on souhaite recruter ont des difficultés à trouver du logement. Il va falloir que la région, là aussi, agisse. Il y a une vraie question autour de l'orientation. Et j'ai été assez surpris de voir, vous savez que j'ai été vice-président de la région à l'éducation de 2010 à 2015, qu'un certain nombre de nœuds, de problèmes structurels de notre système éducatif sont toujours prégnants aujourd'hui, notamment sur la difficulté de promouvoir, par exemple, l'apprentissage dans certains collèges. Choses comme ça, je crois qu'il faut, sur ce sujet de l'orientation, tout n'a pas été fait, il faut qu'on arrive à en faire beaucoup plus sur ces sujets d'orientation. Il y a la prévention du décrochage scolaire. J'ai été le premier vice-président en France à lancer des actions dès 2012 sur la prévention du décrochage scolaire. N'attendons pas que les jeunes aient décroché. Bien sûr, c'est très bien, les écoles de la deuxième chance, etc. Mais il faut surtout raccrocher et laisser la main aux équipes éducatives dans les lycées, dans les CFA, dans les centres de formation pour mettre en œuvre des actions pour favoriser cet accrochage des jeunes dans leur dispositif de formation. 2 mesures fortes. La première, c'est la création de 50 000 emplois dans la conversion écologique de notre économie. On a des filières, je ne vais pas toutes les développer, l'agroécologie, la mobilité durable, les bâtiments, tout ça, c'est des sujets sur lesquels nous avons un réservoir d'emplois locaux non délocalisables très fort. Et c'est une question de priorité politique. Oui, il faut donner une priorité politique sur ces sujets-là. 50 000 emplois. Deuxième conviction, tout le monde peut travailler. Personne n'est inemployable. Et donc nous allons soutenir, là aussi, ce sera un choix politique par rapport à ce qui a été fait au cours du mandat précédent. Nous soutiendrons tous les territoires qui s'engagent dans des démarches de type territoire zéro chômeur de longue durée, territoire un emploi vert pour tous. La région est en retard là, sur ce sujet-là. Nous soutiendrons tous les territoires qui veulent repenser cette question de l'insertion et du retour à l'emploi. Et puis, il y a des sujets, il y a des filières sur lesquelles il faut absolument qu'on mette le paquet. Quand j'entends la CPME ou la CAPEB me dire qu'il y a 10 000 offres d'emploi non pourvues aujourd'hui en Pays de la Loire, là, sur des secteurs comme le bâtiment, c'est pour ça qu'on a des mesures si fortes sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. La région a pris beaucoup de retard sur les lycées, mais aussi la rénovation énergétique des logements. Nous ferons l'avance du coût résiduel des travaux pour tous les ménages en situation de précarité énergétique. Parce que derrière, c'est de l'emploi sur nos territoires, dans les entreprises du BTP. Et donc, dès l'élection, nous mettrons un focus sur la filière du bâtiment. C'est impossible qu'on reste avec 10 000 offres d'emploi non pourvues dans notre région. Merci Mathieu Orphelin. Pour poursuivre toujours sur ce sujet emploi, formation et compétences, la parole est à Christelle Morancé pour 3 minutes 30 également. Alors déjà, concernant les emplois, il y a une précision, je pense, qui est importante. Ce ne sont pas les collectivités qui créent de l'emploi, mais c'est bien vous, chefs d'entreprise, qui créez les emplois sur nos territoires. Moi, je ne peux pas me résoudre d'entendre, il n'y a pas une journée,
où un chef d'entreprise me fait part de ses difficultés de recrutement. Dans ce contexte actuel, voilà, dans tous les secteurs, l'industrie, 4000 postes à pourvoir en 2021. Hier, j'étais avec des agriculteurs, 2500 agriculteurs d'emplois salariés pour 2021. Le bâtiment, les transports, la restauration. Ça, aujourd'hui, pour moi, c'est pas acceptable parce que on a encore un taux de chômage important, et notamment chez les jeunes, avec des chiffres de 20-25%. Je veux être la présidente du plein emploi. Comment ? D'abord, il y a 2 axes. C'est le volet de la formation. Vous le savez, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. La formation initiale, la formation continue. La formation initiale, l'équité entre le public et le privé. Ça, je pense que c'est important. Laisser à chaque jeune est différent, la possibilité d'apprendre, soit dans le public, soit dans le privé. D'ouvrir le champ des possibles aux jeunes. Ça, c'est essentiel. Chaque jeune n'a pas les mêmes appétences, les mêmes envies, les mêmes compétences. Quand je dis ouvrir le champ des possibles, c'est bien évidemment l'apprentissage. Je rappelle quand même les chiffres de notre mandat, plus 24% d'augmentation d'apprentis dans la région des Pays de la Loire. C'est grâce à vous tous. C'est un travail collectif qu'on a réussi à faire. Et il faut continuer, même si on n'a plus la compétence. Vous connaissez mon point de vue sur le sujet, je n'y reviendrai pas. Mais bien évidemment, on va continuer d'accompagner l'apprentissage parce que c'est le plus court chemin vers l'emploi. 8 jeunes sur 10 qui suivent une formation par apprentissage trouvent un emploi 6 mois après leur formation. La voie professionnelle aussi, c'est-à-dire il n'y a pas que l'apprentissage, il y a aussi la voie professionnelle, technologique, générale. C'est vraiment pas d'opposer ces formations. C'est bien évidemment les écoles de production. Et nous en manquions dans le département de la Sarthe et dans le département de la Mayenne. Il y a 3 écoles de production qui sont en cours, qui partent du besoin des entreprises systématiquement. L'objectif, c'est de doubler les écoles de production parce que les résultats vers l'emploi sont exceptionnels. Ça, c'est sur le volet de formation initiale. Et je permets aussi un petit rappel sur la formation initiale, c'est l'enseignement supérieur. Où là, on a été au-delà de nos compétences, notamment dans la Mayenne, parce que la Mayenne, il y a besoin de garder les jeunes sur le territoire, avec l'enseignement supérieur, notamment avec des écoles. Ça, c'est un enjeu d'accompagnement et d'équité des territoires. C'est pas uniquement à Nantes, pas uniquement à Angers, pas uniquement dans les grandes villes. C'est sur l'ensemble de nos territoires, sur l'enseignement supérieur, pour garder nos jeunes. La formation continue, bien évidemment. Ça, c'est essentiel, parce que de toute manière, on fera plus le même métier pendant toute une carrière, pendant 30, 40, 45 ans. Donc, il faut adapter, il faut faire des formations qui correspondent aux besoins des entreprises. Arrêtons de faire des formations qui vont vers des voies de garage. C'est ce qu'on a déjà initié. Est-ce qu'on va continuer? Par contre, l'enjeu, c'est quoi? C'est de lever les freins à la prise d'un emploi. Ça, c'est essentiel. Et là, il y a 2 propositions très fortes dans mon projet. D'abord, sur la mobilité. De permettre à quelqu'un qui veut prendre une formation ou un emploi, une voiture à 1 euro par jour. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une gare au pied de sa porte, un arrêt de bus, un tramway. Donc il faut investir et accompagner la mobilité. C'est également la garde d'enfants, et notamment pour les personnes seules. Donc un accompagnement financier pour la reprise d'un emploi. Et encore une fois, c'est le collectif qui permettra à travailler ensemble, et notamment sur l'orientation avec l'Orientibus, auquel vous êtes pour la plupart d'entre vous partenaires, parce que changer les idées reçues sur certains métiers, et notamment dans l'industrie. Merci Christelle de Morancé. Pour terminer sur cette thématique, toujours emploi, formation et compétences, la parole est à François de Rugy, 3 minutes 30 également. Oui, d'abord, sur cette question de la formation, c'est au cœur des compétences du Conseil régional, à travers à la fois les lycées, mais aussi, bien sûr, la formation professionnelle, les centres de formation, d'apprentissage, etc. Et la formation continue. Moi, je veux dire d'abord que moi, je suis un partisan de l'éducation et de la formation, d'investir dans l'éducation et la formation. Et ça, c'est la collectivité publique qui peut le faire. Il faut mettre le paquet sur l'éducation et la formation, qui sont des leviers de progrès dans tous les domaines, et notamment dans le domaine économique. Ensuite, je veux rappeler que l'apprentissage, les succès actuels de l'apprentissage, ils ne tombent pas du ciel. C'est le résultat d'une rencontre, en quelque sorte, entre les entreprises qui voulaient recruter davantage d'apprentis, accueillir davantage d'apprentis, et vous le faites, et donc c'est d'abord votre réussite, mais c'est aussi la réussite d'une réforme que nous avons menée avec Emmanuel Macron à partir de 2017. Souvenez-vous, les critiques que nous avons essuyées. Tous les partis politiques étaient contre. Tous les responsables politiques étaient contre. Nous disaient qu'on allait faire effondrer l'apprentissage, que ce serait catastrophique. Nous avions aussi les syndicats de salariés, souvent, qui étaient contre. Pourquoi étaient-ils contre? Tous, partis politiques ou syndicats de salariés. Parce que nous avions décidé de mettre au cœur du système les branches, c'est-à-dire vous.
c'est-à-dire les représentants des entreprises secteur par secteur. Nous sommes ici accueillis dans une branche. L'UIMM est une branche. Et oui, nous revendiquons de partir des besoins des entreprises, mais de nous en donner les moyens. Parce que si on se contente de le dire, mais qu'on ne le fait pas, et combien de fois, sur combien de sujets, on a eu des projets de réforme avortés sur la formation professionnelle. Moi, je peux vous dire, un jour, j'ai discuté avec le représentant d'un grand syndicat et il m'a dit, de toute façon, si vous demandez aux partenaires sociaux, et notamment aux syndicats de salariés, de réformer la formation professionnelle, il ne se passera rien parce qu'il y a trop d'intérêt en jeu, il y a trop d'intérêt à conserver le système en l'état. Alors nous avons fait le pari de bousculer ça. Oui, nous avons été critiqués, mais aujourd'hui, les résultats sont au rendez-vous. Mais attention, ils ne sont pas éternels. C'est pas gagné d'avance. Donc, en effet, il faudra continuer à mettre le paquet, à accompagner, à regarder dès qu'un blocage se présentera pour continuer à avoir plus de 500 000 apprentis. Je vous rappelle que c'était l'objectif de tous les gouvernements, de gauche, de droite, avant nous. Jamais atteint, jamais, malgré des efforts, malgré des tentatives, mais qui n'avaient jamais abouti. Par ailleurs, moi, je voudrais que l'on fasse rentrer les entreprises dans les lycées. Alors, je sais, je suis fils d'enseignant. Je sais que c'est pas la culture des enseignants. Je sais qu'il y a même des enseignants, des syndicats enseignants, syndicats de gauche, disons-le, qui sont contre et qui considèrent que c'est sacrilège. Alors, on va pousser la porte. Et ça tombe bien, c'est la région qui est responsable des lycées. Alors si, à tel ou tel endroit, l'éducation nationale ne le fait pas, eh bien on le fera. Et on organisera, en effet, le fait que les entreprises puissent venir valoriser, présenter leur métier devant les jeunes dans les lycées. Et ça, je crois que c'est fondamental si on veut valoriser l'ensemble des filières. Aujourd'hui, on me disait à Saint-Nazaire, il y a quelques jours, qu'aujourd'hui des jeunes ne veulent plus travailler chez Airbus tellement il y a eu un dénigrement de l'industrie aéronautique et du transport aérien. Eh bien voilà, il est temps de revaloriser l'ensemble des filières, l'ensemble de vos métiers, l'ensemble de vos entreprises. Merci François de Rugy. Donc pour clore cette thématique emploi, formation et compétences, 19h11, presque 12, on poursuit avec le 4e sujet qui retient évidemment toute notre attention, particulièrement ce soir, celle du développement économique des entreprises. On va commencer évidemment, vous avez compris la mécanique par vous, Hervé Juvin. Je vous pose la question dans son entièreté, enjeu autour de la compétitivité, attractivité, création d'emplois bien entendu, innovation, recherche, internationalisation, mais aussi souveraineté de notre économie. Il en a été forcément question ces derniers mois. Quels sont les 3 dispositifs prioritaires qui constitueront votre politique économique au bénéfice de toutes les entreprises, TPE, PME, ETI, grands groupes qui constituent évidemment le tissu économique de notre territoire, ainsi qu'aux filières spécifiques, particulièrement en tension dans cette période de conjoncture. Je pense notamment évidemment à l'industrie, aux services, au commerce, au tourisme, et je pourrais en citer d'autres. Hervé Juvin, 3 minutes 30. Merci. Je reprendrai un mot que j'ai employé tout à l'heure, celui de la modestie. Parce que le développement économique, que je préférerais appeler le progrès économique, c'est essentiellement vous. Nous pouvons, élus, faciliter, nous pouvons inciter, nous pouvons éventuellement aider. Enfin, le progrès économique, il est essentiellement le fait des entrepreneurs et des entreprises. À cet égard, permettez-moi une anecdote. J'ai découvert une réalité trop souvent méconnue au contact d'un chef d'entreprise d'un département des Pays de la Loire. Je le félicitais parce qu'avec quelques autres, ils avaient su se mobiliser, apporter les fonds propres qui permettraient à une entreprise de la région en difficulté, du même département, de la même ville, de passer un cap difficile. Il me disait, mais vous ne comprenez pas, je travaille pour moi. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est le principe du double dividende. Oui, peut-être est-ce que son investissement allait lui rapporter financièrement. Mais ce qu'il m'a expliqué, c'est que si l'entreprise allait mal et finalement allait à la faillite, c'était moins d'emplois et moins de salaires, c'était donc moins de taxes et d'impôts, c'était moins de jeunes en formation, c'était moins de commerces, de restaurants qui fonctionnaient, etc., etc. Et que s'il n'exerçait pas cette forme de solidarité par rapport aux entreprises qui étaient ses voisines, tout simplement son cadre de vie allait se dégrader. Et c'est ça qu'il appelait le double dividende. Il y a le dividende financier, certes, mais il y a le dividende invisible que des entreprises en bonne santé qui recrutent, qui forment, qui paient des bons salaires, qui progressent, apportent au territoire dans lequel elles sont installées. C'est pourquoi je pense que dans la région, et pour contribuer au développement de la région et des entreprises,
il serait important de créer un livret d'épargne entreprise région. Ce livret permettrait à celles et ceux qui y souscrivent de bénéficier d'une assurance en capital apportée par la région, d'un rendement minimum très faible, probablement de 1%, et de 50% des dividendes et des plus-values provenant des participations prises au titre de ce livret dans les entreprises de cette région. La moitié des dividendes et des plus-values potentielles étant réservée à la région en cas de bonne fortune. Ce qui me paraît important dans ce dispositif, c'est de flécher cette épargne. C'est que chacun des déposants sur ce livret saurait dans quelle entreprise, à quelle entreprise sont attribués les fonds propres qui seront gérés par la région. Je crois que c'est très important parce que le lien citoyen-entreprise m'apparaît primordial. La deuxième disposition est, j'ai cherché à réunir les compétences internationales les plus développées sur la liste que je présente. De l'Asie à la Californie, de la Thaïlande à l'Afrique, au golfe de Guinée, j'ai cherché à réunir celles et ceux qui peuvent contribuer à apporter aux chambres de commerce, aux organisations consulaires, aux organisations patronales que vous représentez, les meilleurs moyens de contribuer à l'effort à l'exportation. Ne nous y trompons pas, la valeur ne se créera plus uniquement chez nous. Nous devons aller la chercher, notamment sur les marchés asiatiques sur lesquels elle est en train de bondir. Et puis le dernier point, ce consisterait à créer un bouclier administratif, notamment pour les PME et les indépendants. Ils vont se trouver confrontés à un enfer administratif venu de Bruxelles qui s'appelle la taxonomie, l'évaluation de tous leurs impacts environnementaux. Je pense que la région devra les protéger par un bouclier administratif qui les aide à remplir leurs obligations. Merci Hervé Juvin. Pour poursuivre, Mathieu Orphelin, toujours sur ces thématiques développement économique des entreprises. On vous écoute, 3 minutes 30. On voit les perspectives de reprise, et tant mieux, mais je crois que beaucoup d'entre vous ont en tête les difficultés qu'auront un certain nombre d'entreprises de petite taille au moment où il faudra rembourser le PGE. Donc ce mur de la dette et des emprunts, ça va être un moment difficile à passer. On a des réponses très concrètes à apporter. La première, c'est de renforcer les aides d'urgence pour les entreprises les plus touchées par la crise, diagnostic de viabilité économique soutenu par la région, et puis un relais de financement pour les PME. On proposera à certaines PME en difficulté pour rembourser leur PGE de convertir le remboursement du PGE en augmentation de capital. Donc, une réponse très concrète. Deuxième réponse, le financement des entreprises. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Le vice-président à l'économie sera Noam Léandri, qui est ici dans la salle, et spécialiste des questions de finances vertes. Nous allons lancer l'épargne verte Pays de la Loire, 200 millions d'euros qui viendront financer le développement économique des entreprises de notre territoire. Et la région abondera ce fonds. À chaque fois qu'un ou une citoyenne de la région mettra 1 euro, la région mettra 1 euro et ça fera donc 2 euros pour nos entreprises locales. Avec ça, on va pouvoir aider 400 ou 500 gros projets de développement des PME et ETI de la région. Nous voulons une région beaucoup plus simple pour les entreprises. Des dossiers d'aide plus simples, des dispositifs plus simples, un guichet unique, vous l'avez dans vos propositions sur l'ESS. Il faut qu'on simplifie tout ça. Moi, je ne veux plus entendre des entreprises qui disent « c'est trop compliqué ». J'en ai encore une ce matin qui m'a dit « j'étais hier sur le site de la région, je ne m'y retrouve pas ». Des aides 100% simples. Et puis, là aussi, c'est un choix politique. Nous allons réorienter les achats, les marchés publics de la région. C'est 300 millions d'euros par an. Aujourd'hui, tout le monde a 3 sur 3 à la note RSE. Le seul critère, c'est le prix. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, j'ai vu de nombreuses entreprises, un imprimeur à Saumur, une entreprise du bâtiment l'autre jour à La Roche-Hulin qui dit « mais moi, les appels d'offres publics, j'y réponds plus. On ne les gagne jamais. Les petites entreprises du territoire ne les gagnent jamais. » On va assumer d'acheter différemment, d'acheter mieux, d'acheter peut-être un peu moins au début, mais ce n'est pas possible que les marchés publics échappent autant qu'aujourd'hui aux entreprises de notre territoire. Voilà quelques mesures. J'en oublie une. J'ai parlé de la souveraineté tout à l'heure avec les usines qu'on voulait développer ici. Peut-être finir par l'économie sociale et solidaire. J'en parlais, mais là aussi, je crois que la région doit reprendre la main sur le développement de l'économie sociale et solidaire. J'ai rencontré beaucoup d'acteurs du territoire. Ils me disent, c'est simple, ces dernières années, on n'a jamais su trouver notre place.
On nous dit un coup vous êtes une entreprise, un autre coup vous n'êtes pas dans le secteur concurrentiel. On rentre dans aucune case. Nous croyons que le développement de l'économie sociale et solidaire doit être un axe fort également pour notre si belle région. Merci Mathieu Orphelin. Pour poursuivre toujours sur le sujet du développement économique des entreprises, la parole est à Christelle Morancé, 3 minutes 30. Je l'ai dit, l'enjeu d'accompagnement du monde économique, il est essentiel pour l'attractivité et le développement de nos territoires. C'est d'accompagner toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Les commerçants, les artisans, nos TPE. D'ailleurs, les trois réunis, c'est le premier employeur au niveau régional et même au niveau national. Nos PME, nos grands groupes. L'enjeu, c'est d'accompagner au moment de la vie d'une entreprise, au moment de sa création, au moment de la cession. Et là, on a des enjeux très très forts dans les années à venir, et notamment chez les artisans, chez nos TPE, qui dans les 10 ans à venir, il y aura beaucoup de départs en retraite. On a une proposition très simple, très claire, qui est un retraité, un jeune installé. C'est d'accompagner justement que le futur retraité puisse accompagner un jeune à entreprendre, à s'installer. Il y a un enjeu bien évidemment de transmission, de garder aussi nos compétences, de garder nos commerces dans les territoires ruraux. On en parlait au début de notre table ronde. Donc c'est vraiment une mesure très forte auquel je tiens particulièrement parce que notamment cet accompagnement vis-à-vis des jeunes. Et puis c'est la croissance. Alors on en a parlé notamment en termes de compétences. Et là j'attire quand même votre attention sur le risque aujourd'hui par ce manque de compétences dans nos entreprises pour accompagner notamment dans le cadre de la relance qui peut nous inquiéter. C'est également l'investissement et l'innovation qui est un enjeu très très fort. Et l'innovation, c'est pas réservé aux grands groupes, c'est pour toutes les tailles. Je pense bien évidemment à cette transition sur le numérique, et on l'a bien vu dans la période qu'on vient de vivre, notamment auprès des commerçants, des artisans. Quand j'entends Bruno Le Maire dire qu'il y a 37% des entreprises en France qui ont un site Internet, on a du travail, et là on doit le faire collectivement. Parce que consommer sur Internet, d'aller sur Internet, c'est complètement différent. On ne présente pas les produits de la même manière. Donc l'enjeu, c'est la formation et l'accompagnement financier sur ces mutations. C'est également notre industrie, cet accompagnement notamment de l'industrie du futur, l'industrie 4.0. On a déjà beaucoup fait, mais on doit continuer à moderniser les chaînes de production, la robotisation, qui permettront d'ailleurs d'attirer des talents. Et ça, c'est un enjeu de compétitivité de nos entreprises sur les territoires. Plus bel exemple, permettez-moi de le dire ou de le redire pour ceux qui l'ont déjà entendu, que l'ART, entreprise au Mans, qui, grâce à la modernisation et l'accompagnement de la région et de l'État, a pu rapatrier une chaîne de production qui était en Chine sur le territoire régional. Donc ça, on doit continuer à accélérer. Et là encore, pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. L'international, on a beaucoup fait, mais on doit faire encore mieux. D'amener nos entreprises à l'international. 4% seulement de nos entreprises vont à l'international. Donc on doit, avec Business France notamment, avec la Team France Export, CCI, BPI, Team France Export et nous, d'accompagner les entreprises avec un seul interlocuteur pour connaître les marchés. Et puis enfin, l'enjeu, c'est la simplification. Et je pense que cette période a été révélatrice. Et saisir cette crise comme une opportunité de simplification, flexibilité, réactivité, c'est ça l'enjeu. Je porte au niveau de la région. On a essayé de le faire, mais on doit aller beaucoup plus loin. Le meilleur exemple, c'est le fonds résilience qu'on a porté avec tous ensemble. Voilà, en 10-15 jours, hop, il y a une réponse apportée aux chefs d'entreprise. Et c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller. Et puis, bien évidemment, avec l'ensemble des acteurs, parce que c'est pas uniquement la région. Alors là, c'est peut-être la chef d'entreprise que j'ai été qui parle, mais aujourd'hui, il y a 10%. Je dis à peu près 10-20% d'entreprises qui utilisent nos dispositifs, qui en usent et qui en abusent. C'est valable pour la région, mais c'est aussi valable pour l'État. Ça, c'est pas acceptable. L'objectif, c'est d'avoir plus d'entreprises et on va créer la maison des entreprises. La première initiative sera en Mayenne, suivie après de... Je finis juste sur ce point-là. Suivi du Maine-et-Loire. L'objectif, c'est d'avoir tous les acteurs sur le même site. Ça, c'est pas sympa de me couper. Ah, mais ça, c'est pas moi qui maîtrise. C'est pas moi qui maîtrise le son du micro pour autant. Alors là, il parle tout seul là. Christelle Morancé, merci pour votre concision. François de Rugy à suivre sur la question, évidemment, toujours du développement économique des entreprises. 3 minutes 30, s'il vous plaît. Oui, moi je voudrais d'abord redire, en effet, ça a été dit tout à l'heure sur l'emploi, c'est pas la région qui va créer des emplois, c'est valable aussi pour les entreprises. C'est pas la région qui va créer des entreprises. J'avoue que je frémis un peu quand je lis ici ou là qu'on va créer, c'est la région qui va prendre l'initiative de créer la compagnie régionale de manufacture des cycles ou des trottinettes, ou qui va créer une usine à tel endroit. Non, c'est pas la région qui va le faire. C'est les entreprises. Et notre responsabilité, à nous politiques, c'est de créer un contexte favorable
au développement des entreprises. Ça, c'est la première chose, avant même de parler des aides, avant même de parler des subventions, un contexte favorable. C'est notre obsession depuis 2017 au niveau national. Oh, là aussi, nous avons été critiqués, souvenez-vous, on nous le ressort encore tous les jours avec l'impôt de solidarité sur la fortune. Oui, nous avons pris la responsabilité de nous attaquer à ce symbole parce que ce symbole faisait des dégâts économiques, parce que ce symbole empêchait le développement d'entreprises, faisait même de la fuite de capitaux. Mais évidemment, ce n'est pas limité à cela. C'est un ensemble de dispositifs. Concrètement, on parlait tout à l'heure de l'attractivité des territoires. L'implantation des entreprises, ça doit être notre obsession de permettre des implantations partout. Et je réponds d'ailleurs à la première question, où il n'est pas question de privilégier un territoire par rapport à un autre. C'est absurde. Partout, il faut créer de l'activité et la développer. Bien, nous avons créé le système de l'implantation clé en main. On aménage un terrain et c'est pas l'entreprise qui vient sur le terrain qui doit refaire toutes les procédures pour s'implanter, c'est déjà fait. Alors oui, il y en a un, y compris, pas loin d'ici, au Carnet, il est critiqué, il est attaqué, eh bien nous le défendons et c'est ça qui permettra de développer les entreprises. Oui, d'avoir en quelque sorte une région business friendly, comme on dit, comme souvent avec des mots anglais, mais c'est bien ça le but, en tout cas moi si je suis élu président de région. Ne pas rajouter des contraintes aux entreprises. Et là aussi, si on commence à dire que au motif de faire des aides, on va faire des conditions, ça veut dire qu'on va rajouter des contraintes. Surtout dans cette période de sortie de crise, où on doit absolument être en aide, en accompagnement et pas en contrainte. Et évidemment, on peut décider d'aller plus loin. S'il y a des entreprises qui vont plus loin que la loi dans tel ou tel domaine écologique, social ou autre, on peut aller plus loin, mais on ne va sûrement pas retirer des aides, voire leur redemander des remboursements. Des entreprises qui sont en difficulté, où je me souviens d'un débat absurde sur Airbus, présent dans notre région, où on disait, il faut... Attendez, avant de savoir si on va sauver Airbus, il faut savoir s'ils s'engagent dans un plan, et on va d'ailleurs leur demander le bilan carbone. Bon, alors on laisse d'abord Airbus crever, puis ensuite, on verra s'ils ont bien fait leur bilan carbone. C'est absurde, alors que là, oui, Airbus est engagé à fond dans la transition écologique de l'aéronautique. Et puis, un dernier mot. J'ai lu à la page 10 du document du MEDEF qu'il faudrait en quelque sorte créer un PAC régional. Et oui, avoir un président de région qui ira à Paris et à Bruxelles, comme vous le dites là, défendre non seulement les intérêts de la région, mais faire sauter les verrous au développement des entreprises. Quand on voit ce qui se passe avec la crise sanitaire, où des entreprises qui créent des médicaments, qui créent des vaccins, se retrouvent bloquées par nos systèmes qui sont complètement inadaptés à cette situation de crise, ben oui, il faut en effet une région qui va aussi à Paris et à Bruxelles, non seulement faire sauter ces verrous, mais chercher des financements. Et évidemment, par ailleurs, un guichet unique, État, région et CCI pour les aides aux entreprises. Merci François de Rugy. Dernière intervention sur cette thématique du développement économique des entreprises. C'est vous, Guillaume Garot, qui avez la parole. Pour 3 minutes 30, c'est parti. Merci. La question qu'on doit se poser dans le moment où nous sommes, on sort d'une crise sanitaire, c'est comment on va être le plus utile à nos entreprises. Dans le cadre d'un développement économique qui doit réussir, je le disais, cette transformation écologique en particulier de notre économie. Bon. Il faut s'adresser à toutes les entreprises. Et je le dis à Madame la Présidente de Région, c'est pas exactement ce qui a été fait depuis 6 ans. Et en particulier, on s'aperçoit qu'il y a un secteur qui a été oublié, qui s'appelle l'économie sociale et solidaire. Or, ce sont 13% des emplois dans la région. On sait aussi que les plus petites des entreprises ont bien du mal à trouver leur place et à trouver une oreille attentive auprès de la région. Donc, il faut dire ça. Il faut pas leurrer les gens. Mais au-delà de ça, comment on est utile ? D'abord, je le dis et je le redis, moi je propose un fonds anti-faillite parce qu'il faut maintenir la tête hors de l'eau des entreprises qui sont aujourd'hui en difficulté, qui le seront sans doute quelques mois, et peut-être pour certaines d'entre elles quelques années encore, mais dont on sait qu'elles sont sur le plan économique, elles restent agiles et elles restent saines. Le fonds anti-faillite, moi, je propose 200 millions d'euros, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, ce qui correspondrait par rapport à ce qui a été fait actuellement à la région, c'est le fonds Relance, Pays de Loire Relance, et ça ne concerne que 12 millions d'euros. Donc, on est dans une maille largement supérieure. Et ce matin, je rencontrais les chambres de commerce et d'industrie de notre région qui me disaient que c'était exactement leur proposition.
Donc ça, c'est capital de réussir ça. Deuxième chose, les aides aux entreprises. Mais je le dis à François de Rugy. Moi, j'assume l'idée de contrepartie. J'assume l'idée de contrepartie parce qu'on peut considérer que c'est un principe de bonne gestion. Vous savez, lorsque on est dans un conseil départemental et qu'on est dans les politiques d'insertion et qu'on vient aider quelqu'un à travers le versement du RSA, on lui demande des contreparties en matière d'insertion. Bien de la même façon, vis-à-vis d'une entreprise qui a besoin des soutiens publics, on doit pouvoir lui demander quelques contreparties. Il ne faut pas voir ça comme une contrainte. Il faut voir ça comme un booster. Parce que c'est comme ça qu'on va de l'avant. Hein, je suis désolé, mais moi je considère que si on croit en l'égalité homme-femme, c'est parce qu'on considère qu'il faut donner toute leur place, toute sa place aux femmes et à ce qu'elles apportent dans les entreprises. Bon, et donc c'est pas choquant de proposer cela. Même chose, lorsqu'on croit qu'il faut impérativement engager la transition écologique de notre économie, bien sûr qu'il faut demander des contreparties là-dessus. Et encore une fois, c'est une opportunité. Puis la dernière chose que je veux dire, parce qu'il me reste 30 secondes, c'est que, et ça a été très bien dit, là je suis tout à fait d'accord avec les autres interventions, c'est pas la région qui va faire à la place d'eux. La région, elle doit soutenir, être aux côtés, accompagner, faire avec. Et faire avec, ça veut dire quoi ? Ça veut dire accompagner ce qu'on appelle ce que j'appelle moi des actions collectives. Pour l'exportation, je termine. Merci. Pour l'innovation, il me reste encore une seconde. Bref, on doit être à vos côtés et nous le serons. Merci beaucoup Guillaume Garot. Pour terminer donc sur cette thématique développement économique des entreprises, dernière séquence, dernier sujet, bien sûr important aussi, celui des relations avec les entreprises et adhérents plus largement des réseaux. C'est vous, Mathieu Orphelin, qui allez commencer pour ce dernier sujet. Je vous lis la question dans son entièreté. Au cours de votre mandat, question très directe, et de la conduite de vos engagements, comment est-ce que vous envisagez concrètement la nature, la qualité et les modalités de vos relations avec l'ensemble des réseaux représentés ici ce soir et co-organisateurs de cet événement ? 3 minutes 30. Mathieu Orphelin, vous commencez. Je ne vais peut-être pas utiliser les 3 minutes 30, d'autant qu'ici, merci en tout cas aux organisateurs pour la mise en scène du réchauffement climatique, parce que je peux vous dire de ce côté-là, comme ici, je crois qu'on sera d'accord sur ce point-là avec Christelle Morancet, il fait assez chaud sur la scène. Très bien, très bien. A priori, les 5 candidats et candidates ont tous chaud. Plus sérieusement, ce sera des relations permanentes de co-construction avec l'ensemble des représentants du monde économique, du monde associatif, des territoires, des citoyens, des jeunes. Ce sera notre marque de fabrique, comme nous l'avons fait en préparant notre plan de rebond économique. Ce sera la marque de fabrique. Toutes celles et tous ceux qui, dans vos organisations, ont pu expérimenter ma méthode de travail dans les différentes fonctions que j'ai eues, vice-président de la région, à l'ADEME, où j'étais directeur, ou parlementaire depuis 4 ans. Vous savez la méthode de travail, vous savez qui a été à vos côtés, sur quel sujet, et comment on travaille ensemble, comment on sait se dire les choses, même quand on n'est pas toujours d'accord. Mais je note, avec beaucoup d'enthousiasme et de plaisir, je vois les chemins converger, je vois les organisations converger, faire de ces grands sujets de la transition écologique et solidaire des facteurs de compétitivité, de développement de l'emploi durable sur nos territoires. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on travaillera ensemble dans de la co-construction. Co-construction, on repartira des propositions des acteurs du territoire, tous les acteurs, et après nous élaborerons ensemble cette politique. C'est un mandat très long qui va commencer 6 ans et 3/4, mais on n'aura pas de tour de chauffe. On n'aura pas 100 jours pour profiter de la victoire. C'est immédiatement qu'on doit être aux côtés des emplois, des territoires, qu'il faut changer la donne, favoriser cette reprise, et bien content de le faire ensemble sur nos territoires. Merci Mathieu Orphelin. C'était donc votre dernière intervention. Ce sera aussi celle de Christelle Morancet et des autres candidats sur cette thématique. Relations au pluriel avec les entreprises et les adhérents des réseaux. À vous la parole pour 3 minutes 30. On remet le compteur
à 0, à 3 minutes 30 exactement. Je peux commencer, c'est pas grave si c'est à 1 minute. Allons-y. Parce que si on me coupe la parole au bout d'1 minute. Si vous prenez 50 secondes à Mathieu Orphelin, en plus, je plaisante. 3 minutes 30, c'est parti. Non, les relations, vous les connaissez puisqu'on a quand même travaillé ensemble depuis 3 ans. Et puis c'est un peu la méthode Morancet. Voilà, le collectif, on l'a fait avec l'apprentissage, le Grenelle de l'apprentissage. On l'a fait avec le contrat d'avenir. On l'a fait avec le Grenelle de l'orientation. On l'a fait aussi avec le plan de relance, le plan de bataille pour l'emploi, etc. Et puis je pense qu'il y a 80, peut-être, je sais pas mal de gens qui ont aussi mon portable direct, et on a aussi cette simplicité. Je pense que c'est important. Il faut le garder, parce que quand je vous dis que c'est ma méthode, c'est aussi peut-être l'expérience d'une vie privée en tant que chef d'entreprise, d'avoir cette proximité avec vous, parce que c'est de faire avec vous, c'est de correspondre en fonction des besoins. Attention, en revanche, à pas être dans la réunion sur la réunion. On a les CREFOP, on a le plan de suivi de relance qui est des fois un petit peu, je vous le dis, qui est copiloté avec le préfet et moi-même, qui est peut-être un petit peu vertical. Voilà, c'est pas tout à fait ces méthodes-là. Je préfère vraiment qu'on soit de relation à relation et qu'on travaille main dans la main sur des opérations. Un petit peu ce qu'on a mené avec les jeunes quand je visite l'IUT de Carquefou, et on se réunit tous dans une conférence, dans une visioconférence, et on se dit, là, j'ai besoin de vous tous. Voilà. Et on a fait une action commune de communication pour sensibiliser les chefs d'entreprise, pour prendre des étudiants. C'est la conférence sociale aussi qui a été initiée, qui est une bonne initiative et qu'on doit perdurer. C'est pas uniquement pendant cette crise. Je pense que voilà, faut garder ces relations de proximité. Moi, c'est vraiment la simplicité dans nos relations que je veux avoir. Et peut-être qu'elles sont pas toutes parfaites en fonction des commissions, mais quand c'est comme ça, vous prenez votre téléphone, vous m'appelez et puis vous râlez. Voilà, et puis on essaye de changer les choses. En tout cas, merci pour cette table ronde. Je pense qu'elle est importante de pouvoir aussi avoir vos propositions, quelles sont vos attentes, parce que l'enjeu qui se prépare, c'est aussi la vision qu'on a sur la région des Pays de la Loire dans les années à venir. Et je pense que ce soit votre engagement ou notre engagement, c'est bien évidemment pas pour nous, mais c'est plutôt pour les générations à venir. Merci. Merci Christelle Morancet pour ce dernier sujet, toujours en relation avec les entreprises et adhérents des réseaux, bien sûr. François de Rugy, 3 minutes 30 également pour terminer. Je crois que ce sujet des relations aux entreprises permet aussi à chacun de dire un peu quel est son état d'esprit. Soit on veut plaquer sur la réalité de la région en général, et de la vie des entreprises en particulier, une vision qu'on aurait, nous, parce que voilà, on a des idées, c'est normal, quand on fait de la politique, on a des idées, parfois, disons-le, des visions un peu idéologiques, soit on se dit, si on veut que ça marche, parce que le but, c'est pas de créer des aides pour créer des aides, des fonds pour créer des fonds, c'est que ça marche, que les entreprises s'en saisissent parce que ça répond à leurs besoins. Eh bien, moi, je crois qu'il vaut mieux partir des réalités. En tout cas, c'est ce que je ferai si je suis élu président de région. Je partirai des réalités et ensuite, on développera une vision ensemble et régulièrement, on se reverra pour vérifier que ça marche. D'ailleurs, peut-être que ça marchera pour certaines entreprises et pas pour d'autres. Et c'est évidemment la diversité du tissu économique de notre région qui est très forte. Et c'est une force, d'ailleurs, d'avoir une région avec une grande diversité d'entreprises et de secteurs d'activité. Et bien évidemment, on adaptera. Moi, j'ai proposé, d'ailleurs, très simplement, qu'on puisse avoir un échange dans la période de crise. Après, ça se passera peut-être, bien sûr. Mais que les chefs d'entreprise puissent, toutes les semaines, pour celles et ceux qui veulent, interpeller directement le président de région. Si je suis élu, je le ferai. Directement, je propose que ce soit en visioconférence. J'aime bien qu'on reprenne les réunions, mais je crois que si on peut y passer qu'1 heure dans sa semaine pour interpeller directement les élus, ce sera mieux. De le faire avec les organisations, systématiquement, qu'il y ait un représentant de chaque organisation, parce que moi, je n'oppose pas la relation directe avec les chefs d'entreprise, que je crois utile, avec la relation avec les organisations représentatives des chefs d'entreprise. D'ailleurs, je ne l'oppose tellement pas que sur ma liste, j'ai souhaité qu'il y ait des chefs d'entreprise. Il y en a, de tout secteur, dans tous les départements, et même un ancien président de la CAPEB et de l'UDP du Maine-et-Loire, Éric Frémy. Parce que je crois que c'est la meilleure garantie. Si demain, à la région, il y a des élus qui ont cette connaissance, qui ont cet ancrage dans les réalités des entreprises, mais aussi des organisations représentatives, eh bien, je crois que ce sera efficace. Je donne un autre exemple. Ça a été évoqué, les marchés publics, et je vois dans le document de l'UDP, à la page 14, et rappeler le problème, la CAPEB en parle souvent aussi, des critères des marchés publics qui peuvent conduire à ce que, en fait, les petites entreprises, et notamment les petites entreprises régionales, soient évincées.
Et on connaît tous cette histoire de la notation. On dit, ah non, mais il y a le critère qualité. Oui, mais comme le critère prix est survalorisé, bah, évidemment, et que surtout, la façon de noter la qualité fait que tout le monde a la même note. Si tout le monde a la même note sur la qualité, bah, bien sûr, à la fin, c'est le prix qui l'emporte. Et évidemment, c'est souvent des grosses structures qui vont essayer de casser les prix et qui viennent souvent de très loin. Donc, moi, je propose qu'on définisse ensemble, non pas qui sera attributaire du marché public, là, ça n'irait plus dans la loi, mais les critères qui permettent d'avoir, sinon une priorité, en tout cas de permettre aux entreprises de la région et aux petites entreprises de jouer pleinement leur carte et de pouvoir pleinement réussir cela. Voilà, moi, l'état d'esprit avec lequel j'aborde la relation avec les entreprises, parce que, encore une fois, je crois que ce n'est pas à nous, politiques, de dire ce que vous devez faire, mais c'est plutôt à vous de nous dire voilà ce qui nous serait utile de la part de l'État ou de la région ou des autres niveaux de collectivité. Merci François de Rugy. Donc toujours, pour terminer sur ce sujet des relations avec les entreprises adhérents des réseaux, Guillaume Garot, la parole est à vous, 3 minutes 30 également. Faire avec, c'est le mot d'ordre, je crois, qui est le vôtre et que je reprends à mon compte, la question de savoir comment on fait avec et comment on peut faire ensemble. D'abord, il faut considérer la diversité. Et il faut qu'on soit dans une régularité de dialogue et dans une évaluation régulière, de la même façon, des résultats que nous obtenons. Parce que c'est bien de parler, mais c'est encore mieux de savoir si ce qu'on fait, chacun dans son indépendance, produit ou pas des résultats. Donc la question de l'évaluation des politiques publiques régionales, s'agissant des entreprises, me paraît le premier impératif. La deuxième chose que je veux dire, si on veut être efficace encore, il faut être sur le terrain. Ça veut dire que tout ne peut pas se décider depuis l'hôtel de région. Ça veut dire encore que nos élus régionaux doivent être accessibles. Ça veut dire que nos services à la région doivent être également accessibles. Il y avait dans le passé ce qu'on appelait les antennes régionales qui ont été fermées. Eh bien, ça manque, je vais vous dire. Parce que quand on est à Nantes, ce n'est pas un problème. Quand on est à Laval, ça en devient un. Donc, il faudra réinventer des lieux où on puisse travailler correctement ensemble. Et le télétravail ou la visioconférence n'y suffira pas. Il faut être dans le contact humain, proche, et donc sur le terrain. Troisième chose que je veux dire. Il ne faut pas être uniquement dans un traitement individuel des situations des entreprises. Je crois à la mobilisation collective. Ça veut dire qu'il faudra être capable, ensemble, de construire, je le disais, ces plans stratégiques de filière, mais aussi les dispositifs les mieux adaptés aux réalités qui sont les vôtres et en fonction des contraintes qui sont les nôtres lorsqu'on est une collectivité publique. Et ça, on ne peut le faire que dans le collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la région ne peut pas être qu'un guichet qui distribuerait des aides. Mais la région, elle doit impulser et faire avec. Ça veut dire croire dans ce qu'on peut faire ensemble et dans ce que vous pouvez faire dans le cadre d'une mobilisation au service des enjeux économiques et des objectifs qu'on se donne pour la région. Voilà, je vais le faire en 2 minutes et je vais garder un peu de temps pour la suite. Donc. Non, c'est parce que ça sera terminé, donc on ne comptabilise pas on cumule pas les. Merci beaucoup, Guillaume Garot, pour cette dernière intervention. Hervé Juvin, c'est à vous pour terminer nos échanges ce soir sur cette question, toujours précisément des relations avec les entreprises et plus largement les adhérents des réseaux. Bien entendu, il faut travailler ensemble et bien entendu, je vais essayer d'utiliser au mieux les 3 minutes 30 qui me sont imparties, au risque de faire courir quelques nuages noirs sur notre Assemblée. Je pense en effet que l'urgence est à travailler ensemble, et l'urgence est à travailler ensemble parce que nous avons des temps que nous n'attendons pas devant nous. Première chose que j'ai envie de dire, c'est que les économistes ne savent rien de l'arrivée de monopoles privés dans nos pays et sur nos continents. Ce sont pour notre monde les GAFAM, ce sont pour d'autres en Chine, les Baidu, Tencent, etc. Ce sont des monopoles privés qui suppriment tout ce que nous savions des lois de la concurrence, des lois du marché, etc., etc. Et les économistes sont de peu de secours sur ce sujet. Le deuxième point, c'est que la création sans limite de monnaie à laquelle nous assistons menace de ruiner tous les contrats. Par contrat, je dis obligation et je nie naturellement valeur des monnaies.
C'est pourquoi il faut engager une transition de l'épargne des Français vers les fonds propres, parce que seuls les titres de propriété, qu'elles soient immobilières, qu'elles soient les actions ou les parts sociales d'une entreprise, ont des chances de garder leur valeur. Le troisième élément, c'est que je constate dans tous les domaines, notamment celui de l'industrie, après les affaires Alcatel, Alstom, Airbus, etc., je constate le déclassement de la France, dont nous n'avons pas encore pris toute la mesure, mais dont je crains qu'il ne pose à court terme la question de notre niveau de vie. C'est pourquoi, face à cette situation, le seul recours, c'est l'intelligence collective. Nous devons travailler comme nos aînés l'ont fait dans la période de la reconstruction. Nous devons travailler à mieux comprendre ce qui nous arrive, ce qui vous arrive à vous, entreprises, qui savez déjà que les lois du marché ne sont plus les lois du marché, que le marché financier ne finance plus le risque, etc., etc. Cette intelligence collective, naturellement que nous devons y travailler ensemble dans des relations permanentes, sereines et positives. Comment, ensemble, faire pour le mieux pour notre région? Nous avons ensuite des initiatives à prendre. J'ai constaté avec un grand dépit le refus de Paris d'accueillir l'école de la régulation. L'école de la régulation, c'est l'école de Michel Aglietta, de Robert Boyer, d'économistes français tous nobelisables qui ont le seul tort de contester le règne de l'économie de marché tel qu'il nous est imposé. Je constate aussi qu'à Nantes en particulier, nous avons quelques professeurs, quelques enseignants de très haut niveau, un spécialiste mondial du droit du travail par exemple, et je ne le dis pas parce qu'il est vraisemblablement socialiste, qui est Alain Supiot. Je souhaiterais qu'à Nantes, que dans les Pays de la Loire, nous créions les lieux d'intelligence collective qui nous permettront d'affronter une situation urgence écologique d'un côté, destruction de tout ce que nous croyons savoir sur les règles de l'économie de l'autre, et agression de monopoles privés qui menacent notre souveraineté économique et la liberté de nos acteurs. Je souhaite que les Pays de la Loire deviennent un des lieux où l'intelligence collective nous permettra ensemble d'affronter l'avenir. C'est vrai pour les Pays de la Loire, c'est vrai pour la France, et c'est vrai ô combien pour l'Union européenne. Merci Hervé Juvin. C'était donc la dernière intervention pour ce dernier sujet autour des relations avec les entreprises adhérents des réseaux. 1h46 que nous avons passé ensemble à travers ce format un peu particulier, un peu cloisonné. Donc merci évidemment à nos candidats de s'être prêtés à cet exercice, d'avoir respecté le timing de 3 minutes 30. On peut les applaudir évidemment tous les 5. Pour leur présence et leur participation, évidemment quelques remerciements aussi forts aux équipes, à toutes les équipes de l'U2P, de la CPME et du MEDEF pour l'organisation de cette séquence, du MEDEF 44 aussi à l'origine de cet événement. Merci à l'UIMM pour leur accueil, évidemment dans ce lieu magnifique, un peu chaud certes, et puis qui fabrique de l'avenir, esprit d'innovation, de rupture, disruptif en tout cas. Vous retrouvez bien sûr le replay de cette séquence et bien sûr les players des réseaux organisateurs, donc U2P, CPME et MEDEF. Et puis 2 dates, évidemment, à retenir dans vos agendas. Le 20 juin, le 27 juin, il faut aller voter pour qui? Eh bien, pour notre région, pour notre économie et nos entreprises. Excellente soirée et à très bientôt. Merci. Juste un petit mot pour vous préciser également qu'on